Voilà, monsieur, bonsoir, bienvenue sur STV. Le débat politique, le commandant de la 21e brigade d'infanterie motorisée a été nommé inspecteur général chargé des forces au ministère de la Défense, moins d'un an après avoir été affecté dans le sud-ouest. Un redéploiement qui paraît aux yeux de certains comme étant un limogeage pur et simple au regard de la situation sécuritaire dans cette zone. Le général Donatien Melingui Nouma a été remplacé à la tête de la 21e brigade par le colonel Djotsa David, 57 ans. Ce dernier est diplômé de l'école militaire interarmée EMIA, promotion 1990 en service à l'état-major de l'armée de terre depuis le 28 février 2015. On en parle ce soir sous le label de crise anglophone. Que peut l'armée? Et le deuxième thème, un autre pan non négligeable de cette guerre, se joue évidemment sur le plan politique. En cette année électorale où les Camerounais seront appelés à exprimer un choix, leur choix, pour se trouver de nouveaux dirigeants, il va sans dire que la question autour de la forme de l'État va s'imposer dans le débat. Mieux, elle sera au centre des programmes politiques. Nous jouerons donc les avant-matchs de ce débat en posant la question ce soir. État unitaire décentralisé, État fédéral, quelle forme pour un développement local? Invité Robert Mouté Ambassa, Samuel Mena Abesson, Elie Smith, Daniel Jules Meguim Ateba. Mais avant, je voudrais, avant de commencer, vous me permettez de partager bien sûr la joie qui est nôtre grâce à ces deux joyaux d'ailleurs que vous voyez. Hein, je vais peut-être mieux les mettre en exergue. Il s'agit de deux Awas qui reconnaissent le professionnalisme de STV à travers Makeda Lady Newton qui a reçu le Peace Media Award de la meilleure émission sportive avec la nuit du sport diffusée tous les mercredis à 21h sur cette antenne. Et le Peace Media Award de la meilleure revue de la presse décerné à Peter Saucé et René Narcisse Moto, diffusé tous les matins de lundi à vendredi dans le cadre de la matinale d'information sur STV. Nous sommes évidemment très heureux pour nos collègues et nous partageons cette joie. Il faut bien les regarder pour les apprécier. Alors, cela dit, j'ai dit que j'étais avec Robert Mouté Ambassa, il est du RDPC. Bonsoir Robert. Bonsoir député, bonsoir aux copanélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs qui se donnent la peine de nous suivre ce soir. Elie Smith, journaliste, bonsoir. Bonsoir député, c'est un plaisir. Vous savez, quand je dis journaliste, ça fait sourire certains. Oh, Vous êtes tellement engagé. Non, je ne suis pas engagé, j'ai fait le travail élémentaire d'un journaliste, ça veut dire dire la vérité comme il se doit. Je sais, j'ai vu sur votre post que les gens disent que je suis indépendantiste, séparatiste. Je ne le suis pas, mais ce n'est pas aussi un crime de lettres, mais je donne seulement l'information comme il se doit. C'est un crime de lettres selon les lois de la République. Oh non, donner l'information d'une manière objective. Non, je dis être indépendantiste, séparatiste et sécessionniste au Cameroun, c'est un crime de lettres. Maintenant, vous êtes libre de donner l'information telle qu'elle Voilà, oui, bon, les labels, moi, je m'en fous réellement. Je suis droit dans ma botte. Samuel Menang Abesson, il est parti de Yaoundé pour honorer cette émission. Il est du peuple uni pour la rénovation sociale, le PURS, dont le premier secrétaire est Serge Espoir Matomba. Bonsoir Samuel. Bonsoir Monsieur Zipita, bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à toute cette jeunesse camerounaise qui se met ensemble pour penser, pour construire un nouveau Cameroun, un Cameroun renouvelé et développé. Pour une première sortie, je peux reconnaître en cela le timbre d'un partisan d'une équipe en campagne. Hein. Vous avez la voix qui porte et vraiment ça sent que nous sommes en pleine année électorale. Daniel Jules Meguim Ateba, il est également parti de Yaoundé, je le précise, il est chercheur en stratégie de développement, financement des projets, management des projets en phase de rédaction de mémoire, de Master Pro à l'IRIC. Tout à fait. Option banque, monnaie et finances internationales. Merci également d'avoir d'honorer ce plateau. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. Se sont succédés d'éminentes personnalités. J'ai en face de moi un de mes aînés à l'IRIC. Si je ne me trompe pas, il a fait un master là-bas. Opération internationale, action en matière de développement. J'espère que je serai à la hauteur des attentes des autres spectateurs. Ne serait surtout pas impressionné. Hein. C'est la première fois que je passe sur la télé. J'espère que je n'aurai pas la fousse que je pourrais. Non, c'est un cadre, tu les cadets. Je peux sortir ce que j'ai au fond de moi. Ici, ce sont les arguments qui prévalent. Ah oui. Hein, votre aîné ne va pas... Non, il ne va pas vous entraîner au RDPC. Alors que ce n'est pas un péché d'être au RDPC. Voilà. On va vous montrer les couleurs. Hein. Joseph François à côté du PURS. Hein.
Alors peut-être avant de prendre les débats de fond, Robert Moutet, il y a quand même une actualité qui vous passionne assez. Bon, peut-être pas spécialement vous, mais je veux dire qu'avec laquelle on aimerait, pour laquelle on aimerait avoir votre expertise, ce qui se passe au niveau du ministère des Finances, avec ce fichier solde des Camerounais dont on dit qu'ils bénéficiaient des gratifications à la hauteur ou alors au-delà de ce qu'ils méritent. Merci, député. Ben, disons que c'est un élément parmi tant d'autres qui plombe notre pays en matière financière. Vous savez, sur ce même plateau, il y a, je crois, deux dimanches, nous en avons parlé et comme conseil à un camarade du parti qui est en charge du ministère des Finances, M. Louis-Paul Montazé, moi je lui ai dit ma contribution serait celle de devoir immédiatement neutraliser la cellule informatique parce que cette cellule est le début de tout. Alors, on peut bien vous recenser sur l'ensemble du territoire. Si vous n'êtes pas validé au niveau de l'informatique, vous n'êtes pas payé. On peut aussi ne pas vous recenser et puis on met votre nom en informatique et vous êtes payé sans dossier. Alors, ça se fait depuis très longtemps. C'est un dossier qui traînait là depuis à la mine. Et là, le ministre Montazé a eu le courage, la force d'aller jusqu'au bout. Et je sais que les gens, même dans son propre ministère, ne vont pas lui faire des cadeaux. Mais le Cameroun a besoin des responsables qui prennent les responsabilités. Et, excusez-moi la tautologie, des responsables qui peuvent prendre des initiatives comme celle-là pour redresser la situation. Donc, je pense que c'est un début et ce serait bien qu'il continue. Parce que derrière ça, il y a la circulation de l'argent liquide en espèces. C'est une très grosse circulation de fonds qui fait que la corruption qu'on combat, on ne ressent rien jusqu'à présent. Et il faut trouver moyen de réduire complètement le niveau de circulation de l'argent en espèces pour aider à combattre la corruption. Il y a un problème très important qui est toujours le ministère des Finances. Et que un clin d'œil encore au ministre des Finances ce soir, c'est que, vous savez, depuis près de 5 ans, les fonctionnaires n'ont plus de bulletin de paye. Et on compte à peu près 320 000 fonctionnaires au Cameroun. Alors, député, si on vous paye sans bulletin de paye, ça veut dire que vous ne pouvez pas vérifier si ce qu'on vous a payé est réellement le salaire qui a été viré. Il suffit qu'on touche 1000 francs, qu'on enlève 1000 francs. Sur votre paye, fois 320 000, ça se retrouve à plusieurs milliards. C'est des milliards. Et ça, on appelle ça fonds de caisse. Vous comprenez? Donc, il y a tellement de choses qui se passent dans ce ministère. Il faut bien que le ministre Moutazé ait la force et le courage d'aller jusqu'au bout. Parce que s'il ne part pas jusqu'au bout, je crois que tout ce qu'on fait comme effort, tous les Camerounais font des efforts de payer leurs impôts, taxes et autres. Il n'y a pas assez d'argent pour faire la guerre, il n'y a pas assez d'argent pour se soigner, il n'y a pas assez d'argent pour aller dans les hôpitaux et tout ça. Je pense que tout le monde doit aider le ministre Moutazé. Moi, l'autre question, c'est jusqu'où peuvent-elles aller les responsabilités? Je veux dire que tout le monde se focalise, certainement à juste titre, au niveau de la cellule informatique ou de la gestion informatique. Je ne sais pas comment cette instance est. Mais est-ce qu'au-delà, est-ce que les ramifications, je veux dire que celui qui à la fin du mois paye, signe le chèque de tous ces fonctionnaires-là, comment est-ce qu'on peut déterminer ou alors aussi loin qu'elles peuvent aller, où se situent véritablement les responsabilités? Disons, les responsabilités sont multiples à tous les niveaux. Vous savez, que ce soit à la présidence, que ce soit au Premier ministère, que ce soit dans les autres ministères, vous trouvez des gens qui n'ont rien à voir avec l'administration, qui mangent au budget de l'État. Donc, à partir de la cellule informatique et des matricules, on peut retrouver déjà tous ceux qui, entre guillemets, ils ont un terme qu'ils aiment bien appeler la lumboma. C'est-à-dire, vous retrouvez dans votre compte avec 4, 5, 20 millions, et après on vous appelle au téléphone pour dire, bon, vous prenez tant, vous nous renvoyez tant. Ils appellent ça le mboma, c'est-à-dire le jackpot, quoi. Donc, à partir de ça, déjà, on peut déjà voir là où il y a des écarts. Maintenant, les gens qui sont payés alors qu'ils ne sont pas fonctionnaires et qui ont un salaire normal de fonctionnaire, il faut aller dans les recensements pour effectuer le. Mais cette cellule informelle, les gens doivent être. Personne ne doit faire plus d'1 an dans cette cellule. 6 mois, 1 an, on doit vous remplacer. Mais si vous êtes compétent, les compétences, vous allez les assumer ailleurs, vous allez les assurer ailleurs. Parce que c'est là où il y a le tournant important pour valider tout ce qui part pour qu'on paye les gens à partir du Sénat et autres. Vous voulez réagir?
c'était juste une question d'entrée. Alors, Elie, je voudrais également vous prendre par une autre question. Il circule depuis quand même le début de la journée un certain nombre d'informations faisant état de l'interpellation du caporal Aivo, qui serait présumé comme étant un déserteur du bataillon d'intervention rapide, mais surtout l'un des formateurs des Amba. Ambazonian Freedom Fighters, ça dépend. Voilà. Il y a tellement de factions au sein. Vous avez également cette information-là? Oui. Et puis autre chose, je crois que ce n'est pas seulement moi qui le dis, même le général, je crois, Milingui l'avait dit. Nous savions qu'il y a beaucoup de désertions au sein du BI qui sont en train d'entraîner les différentes factions de la, peut-être Southern Cameroon Freedom Fighter, Defense Forces ou Ambazonian Tigers ou Manyugos Warriors, donc ça dépend. Donc, Aivo, ce n'est que une personne de notre panoplie des gens qui ont déserté l'armée pour aider les autres compatriotes camerounais qui se défendent. Ok, on va prendre la transition et puis vous voulez dire un mot? Je voulais dire un mot parce que je pense qu'il est important qu'on soit d'accord sur les mots qu'on utilise parce que lorsque monsieur le journaliste dit qu'il y a de nombreux éléments du BI qui ont déserté, je pense que c'est extrêmement fort. Les informations que nous avons aussi font état de ce qu'il ne serait pas l'ampleur avec laquelle il le dit. Il y a quelques brebis égarés qui se sont mis du côté des Ambazoniens, mais cela ne veut pas dire que l'essentiel des forces du BI sont... Je ne sais pas si on va faire un jeu de chiffres. Est-ce que quelqu'un peut donner les chiffres éventuels? Non, les chiffres, je ne peux pas donner. Même le général Milingui lui a dit cela. Il a dit dans sa sortie à l'AFP. Dans l'AFP, donc, monsieur, vous voulez dire... Nombreux, oui, mais il a bien dit non. Non, c'est pas moi qui le dis. Il y a des éléments du BI, mais il n'y a pas de nombreux éléments. Non, même si c'est 5, même avant qu'on arrête Aivo, il y a au mois d'avril, on a arrêté 2 au Nigeria. Si on arrête un seul membre du BI, c'est déjà beaucoup. Vous connaissez combien d'éléments du BI? Le BI compte? Non, monsieur, si le général Milingui le dit, vous êtes un militaire, vous n'êtes pas. Je crois que vous n'allez pas venir, je comprends que vous voulez déjà devenir un militant du RDPC, mais soyez un peu objectif. Ce n'est pas moi qui le dis, l'AFP a dit, ce n'est pas moi. Et c'est le monsieur Milingui qui a dit, et c'est un militaire, il ne peut pas inventer une histoire. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait des désertions dans une armée. Ce n'est pas le Cameroun la première fois. On va exponentialiser les désertions. Bon, on va refuser la réalité là qui va jaillir chaque fois devant votre face. On ne refuse pas la réalité, monsieur. On va rentrer dans le débat juste après la transition pour parler effectivement donc, de cette crise et de ce que peut faire l'armée camerounaise. Évidemment, c'est tout un prétexte pour revenir de fond en comble dans cette actualité-là qui perdure, ça va faire bientôt 2 ans. Et de prime abord, je voudrais, de la part de chacun, vous n'êtes pas forcément des spécialistes en termes de militaires, ben, je vais dire qu'à partir de vos positions, à partir de vos observations en tant qu'analyste, quelle appréciation, quelle observation faites-vous de façon générale de la situation sécuritaire sur zone? Samuel? Oui, merci, M. Dipita. Je voudrais dire, et nous, au PUR, c'est ainsi que nous pensons, que quand les mauvais diagnostics sont posés, nous avons les mauvais traitements. C'est exactement ce qui, aujourd'hui, nous a conduit à ce que nous appelons le problème anglophone. Tout à l'heure, sur ce plateau, vous avez assisté à ce que nous appelons exactement la réaction camerounaise. Voilà tout un général d'armée qui a pris sur lui de dire que des militaires sont en train de déserter et que nous soyons ici, que des intellectuels soient en train de remettre cela en cause, disant que ce seraient quelques-uns. Pensez-vous qu'un général, parce que 2 ou 3 militaires qu'on a appelés des brebis égarés, encore faudrait-il voir en quoi est-ce qu'ils sont égarés? Pensez-vous donc que ce soit pour 2 cas, 3 cas qu'un général puisse prendre sur lui de dire cela? Non, nous disons qu'il faudrait que, devant une situation claire, qu'on ait la froideur, la lucidité de la considérer.
Aujourd'hui, le nord-ouest et le sud-ouest sont presque devenus ingérables et ce n'est plus la paix que nous avons tant vantée. Et cette situation vient juste du fait que nous avons refusé de regarder en face le véritable problème. Nous avons refusé de le prendre tel qu'il était venu. On a mis devant de l'orgueil, parfois de la politique de l'autruche, pour dire que ce n'était pas un problème. Voilà un problème. Que faut-il faire? Nous, au PURS, nous continuons à penser que, et tout le monde est même d'accord au Cameroun, qu'il faudrait que nous arrivions à ce qu'on appelle un dialogue. Parce qu'un problème politique ne pourra pas avoir sa solution avec une réponse militaire. Daniel, Jules, Merci, monsieur. nous en sommes encore à l'état des lieux, forme perçu que vous faites. Allez, il fait c'est malhonnête de dire que la situation sécuritaire n'est pas quelque peu endommagée. Lorsque les gens ne voient pas les occupations, lorsque la liberté d'aller et venir n'est plus garantie, lorsque les gens ne peuvent plus s'exprimer, parce que c'est les personnes qui ont quelques sympathies avec le gouvernement ne peuvent pas s'exprimer librement parce que au risque pour elles de se faire égorger, la situation c'est que lorsque les autorités administratives ne peuvent plus se placer librement, on ne peut pas dire que la sécurité ne soit pas endommagée. Notre problème, moi particulièrement, c'est au niveau d'une volonté d'exponentialisation, une volonté d'installer de la sinistrose dans la conscience individuelle et collective qui vont amener les gens à se dire que voilà, là-bas, tout est fini, on ne peut plus rien. Par rapport à M. journaliste, je ne dis pas qu'il n'y a pas de désertion. Oui, il y a des désertions, mais à quelle ampleur y a-t-il des désertions? C'est ça le problème. Et pour finir, monsieur le plus, il faut bien comprendre que vous faites les débats des partis politiques. Nous sommes les Camerounais. Nous pensons que les partis politiques vont passer, le Cameroun va rester. Vous ne me connaissez pas, que déjà vous avez déjà commencé à me stigmatiser, à me cataloguer. Moi, je ne comprends pas. C'est comme ça que vous avez fait la politique au Cameroun, en pensant que les Camerounais ne peuvent pas penser différemment. Dès qu'ils pensent différemment, ça veut dire que ce sont nos partis politiques. J'ai bien peur que les Camerounais ne puissent pas vous choisir pour pouvoir conduire à leur destinée. Élie, sur la situation. Pour la situation, moi, je suis constant comme le rocher de Gibraltar. Moi, je pense que la situation se dégrade. Je ne suis pas celui qui va mettre de l'huile dans le feu, mais la réalité, quand vous allez dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest, vous voyez que vraiment, ça se dégrade. Par exemple, le cas de Ngouti. Un exemple, si le maire, les administratifs ne peuvent pas habiter chez eux, ils sont délocalisés pour habiter à Boya, c'est un problème. Voilà même pourquoi il y a des militaires eux-mêmes, je crois que c'est le colonel Ousmanou Babikir qui a dit qu'on ne peut pas, c'est une solution politique. Même mon ami, le grand frère qui est ici à côté, il est du RDPC. Il a toujours dit ici, et c'est là où je suis content, parmi quand même eux qui sont au pouvoir, il y a quand même parmi eux qui réfléchissent normalement. En termes militaires, ça ne peut pas se passer. On ne peut pas gagner cette guerre avec la violence. La population ne coopère pas parce que les militaires sont violents. On a les images tout récemment qui venaient de Asie où on brûlait des maisons. Et une fois de plus, ce n'est pas moi qui le dis. Même les autorités militaires le reconnaissent qu'il y a eu des maisons brûlées, mais ils disent que souvent c'est des maisons qu'on a suspectées que c'est des armes qui étaient dedans. Ça, c'est le général encore Melengui. Encore moi, j'admire ce général parce qu'il est honnête. Il dit la vérité. Parce que je crois que le problème qui est arrivé avec ce problème anglophone est que nous sommes mentis. On a refusé d'affronter la réalité. Donc la situation est en train de se dégrader. On peut regarder même jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle où on vous dit, quand vous partez entre Dibuncha et Edina, c'est bloqué. Donc, ce n'est pas région. Personne ne veut que son pays soit déstabilisé, mais c'est que la politique, les leaders politiques de ce pays ne sont pas patriotiques, et je le répète, c'est parce qu'ils n'ont pas ce pays à cœur. Voilà pourquoi nous avions le problème. Et l'armée ne peut pas gagner cette guerre. Il ne peut pas. Ce n'est pas la guerre d'Alger ici où les Ossares et les colonels Argour ont utilisé tous les manières qu'il fallait pour mettre à bout le FLN. Mais là-bas, ce n'est pas la même chose. Les gars luttent pour une cause juste et noble. Il faudra qu'on s'asseye pour négocier. Et ce n'est pas l'armée. Robert Moutembassa. La situation actuelle, Absolument.
la situation actuelle est quand même assez difficile pour les populations. Elle est difficile pour les forces de maintien de l'ordre et de défense. Et c'est dommage que les Camerounais se tapent dessus. On a connu ça, mais c'est le colon qui a pourchassé l'UPC pendant très longtemps. Aujourd'hui, les Camerounais se tapent dessus. C'est tous les jours qu'il y a des morts de part et d'autre. C'est très difficile. Et moi qui ai passé 10 années de ma vie dans l'une des 2 régions, j'ai beaucoup d'amis dans les 2 régions. Il y en a d'autres, on m'appelle, on me dit tel n'est plus, tel est décédé. Ça fait mal. Et puis je crois que chaque fois que quelqu'un a perdu un membre de famille, ça développe des attitudes de revanche auprès de ceux qui sont restés. Ils veulent chercher à venger ceux qui sont morts. Ça nous met dans une situation d'intolérance où on a d'un côté l'armée, de l'autre côté la population. On peut les appeler sécessionnistes, terroristes, tout ce que vous voulez, mais dans tous les cas, c'est des Camerounais. Et donc, ça fait que c'est une situation qui m'afflige, et puis je ne sais pas trop pourquoi, jusqu'à présent, on n'a pas pris la peine de mettre en place ne serait-ce qu'un cessez-le-feu. Un cessez-le-feu pour permettre, pour donner une chance au dialogue, pour que le dialogue revienne, parce que partout dans le monde où il y a eu les guerres, partout dans le monde où il y a eu des conflits, on a fini par se retrouver autour d'une table pour essayer de parler. Alors, économisons nos morts, essayons de ne pas en avoir de morts de plus. Il y en a eu beaucoup. Il y en a qui sont arrêtés en privation de liberté, en procédure judiciaire. Il y en a qui sont réfugiés au Nigeria, plus d'une 50aine de mille. Il y a beaucoup qui sont déplacés à l'intérieur, c'est plutôt des centaines de mille de Camerounais. Donc, nous sommes dans une situation où on ne peut pas dire que ça va. Et donc, quelque part, moi, je pense qu'une solution doit être trouvée assez rapidement. J'attends peut-être pour développer en ce qui concerne que peut faire l'armée, parce que ce n'était pas ça la question c'était le contexte. Absolument. Maintenant, si on va en parler tout à l'heure, mais sinon, la situation est très difficile pour tout le monde. Dans quel cadre vous situez-vous le décret du président de la République d'hier, paramétrant le commandement dans cette zone-là, notamment au 21e RIM? Il faut comprendre que nous sommes dans un environnement qui est changeant. Il y a les données qui entrent en jeu, il y a les invariants, il y a les variants et les invariants. Moi, lorsque j'ai vu jusque sur le décret du président de la République, il y a M. Smith admirait le général Nouma. Moi, il sait que l'armée, c'est la grande miette. Je me suis quand même rendu compte que ce général-là, il parlait beaucoup, il parlait un peu trop. Il y a des informations que l'on a, quand on les donne, ça peut consister à conforter l'adversaire, c'est-à-dire à amener l'adversaire, du coup l'adversaire à avoir le moral. Parce que je ne peux pas dire que c'est des informations qu'il a relayées ici, pour ne pas jouer, ne pas tomber dans ce jeu-là. Mais moi, étant un citoyen ordinaire, ça me posait quand même quelques problèmes de voir ce général-là s'exprimer tel qu'il s'exprimait là. Parce que le BABA, quand on dit l'affaire de l'État, c'est que toute vérité, si c'est une vérité, n'est pas bonne à dire. Je pense qu'à mon avis, c'est une sanction. C'est une sanction de sa part. Et le colonel qui a été nommé là, j'espère qu'il ne tomberait pas dans ces mêmes travers-là. Élie? Bon, moi, je ne sais pas. Ce que M. Mélingué a dû faire a contredit le porte-parole de l'armée qui nous disait que c'est une armée extraordinaire qui respectait les droits de l'homme. Et aussi le porte-parole du gouvernement qui nous chantait des louanges chaque jour, comment c'est une armée extraordinaire. Voilà pourquoi je salue cette armée. Vous savez, pour gagner la confiance de la population, il faut quand même dire un peu de la vérité pour que les gens soient conscients. Parce que quelqu'un qui habite à Bolé ou à Kouakoua, où on a dû brûler 3 mamans dans la maison, et vous venez leur dire que rien ne se passe, mais ils rient. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Et de l'autre côté, pour une fois, je dois féliciter le président de la République parce qu'en dehors de Mélingué, il y a un autre monsieur qu'on a enlevé, j'oublie son nom. Vous savez comment on lui appelle? On l'appelle le boucher des coqs. Voilà un monsieur qui ont détruit Kembon 2 fois et Coq aussi. Quand on vient de là-bas, on sait un peu la brutalité. Vous savez, si quelqu'un n'est pas mort dans votre famille, vous ne pouvez pas savoir la peine que ça fait. Donc, quand le chef de l'État fait cela, c'est important. Ça fera que la prochaine fois, d'autres militaires sauront que demander que casser cette boutique, comme on faisait à Ekok, casse-moi ce boutique et prends-moi ce frigo, vous mettez dans ma voiture, vous amenez ça à Boya.
casser des maisons à Kembon pour dire que ce soit, disons, c'est les maisons des gens qui sont à l'étranger qui financent les choses. Non, moi je crois que le président a bien fait d'enlever celui qu'on appelle le boucher des Ekoks. On appelle en anglais the butcher of Ekok, parce qu'ils ont commis des atrocités énormes là-bas. Donc c'est une bonne chose. Il faudra que on commence à punir et punir ça publiquement les militaires qui sont en train parce que ce n'est pas tous les militaires, parce que parmi eux, je vous ai parlé d'un certain colonel Ousmane Babakir, qui est quand même extraordinaire. Moi, j'étais étonné qu'au sein de cette armée, il y a quelqu'un comme ça qui connaît les valeurs des droits de l'homme. Ça veut dire qu'eux tous ne sont pas des pourris. Donc je trouve que ce que le chef de l'État a fait une bonne chose. Les nouveaux qui seront là, parce que pour gagner une guerre, il faut gagner le cœur des gens. Mais si tu viens chez moi, tu me gifles parce que je n'ai pas parlé français, ou tu voles mon frigo dans ma boutique et pourtant je n'ai plus rien, ça ne peut pas marcher. Donc je pense que le chef de l'État a très bien fait pour une fois de relever des gens qui ne feraient pas honneur à l'armée camerounaise. Robert Moutet, avant qu'on ne prenne... Oui, disons que, bon, moi j'ai une approche un peu, au départ, vous savez, beaucoup de choses sont dites avec la nomination du général Belengue Nouma. Dans les réseaux sociaux, dans les médias, beaucoup parlaient de limogeage du général. Je me rappelle qu'il y a quelques semaines, les réseaux sociaux en parlaient déjà aussi, dans ce sens que le général était peut-être trop respectueux des droits de l'homme et qu'il n'exécutait pas toutes les instructions. Moi, j'ai failli tomber dans le même piège pour croire qu'il a été limogé. Je ne pense pas que le général ait été limogé. On ne peut pas partir du poste qu'il a occupé pour inspecteur des armées et dire que c'est un limogeage, c'est une promotion plutôt. Par contre, je crois que le général était dans une position de commandement qui, c'est-à-dire ses aptitudes, ses compétences étaient largement au-dessus du poste qu'il avait. Parce que c'est quelqu'un qui, les gens ne savent peut-être pas, c'est un ingénieur spécialiste. Il a travaillé à CTV à l'époque, avant de passer dans l'armée. C'est un ingénieur. Et il a un master aussi. C'est quelqu'un qui a fait des formations au Ghana, en France, aux États-Unis, dans des écoles spécialisées. C'est quelqu'un qui a développé les aptitudes d'un patron moderne. Alors, quand vous devez diriger une armée et que vous avez une grosse avance sur certains, parfois vous pouvez échouer parce que vous êtes incompris. C'est comme les surdoués. Un surdoué qui va à l'école primaire ou au lycée ou à l'université, il passe dans un circuit comme les enfants normaux, il peut complètement passer à côté. Pourtant, il est très intelligent. Moi, j'ai eu un cas comme ça durant ma carrière où un responsable, qui était quelqu'un qui était major à Polytechnique France, qui a été recruté dans l'entreprise que j'utilisais, qui s'appelait Total, qui s'appelle toujours Total d'ailleurs. Mais ce monsieur avait tellement d'avance sur les autres qu'il a des décisions qu'il a proposées qui ont été barrées en disant que non, il raconte des conneries. Il s'est fâché, il a démissionné, il est parti. Mais c'est des années après qu'on lui a donné raison. Parce qu'il avait trop d'avance. Donc, le Jean Belengue a passé toute sa carrière à la présidence, au quartier général. Il a fait beaucoup de formations spécifiques, de stages. C'est quelqu'un qui, je crois, dans le cadre de la rénovation de l'armée, peut faire énormément jaillir toutes ses compétences. Et pas systématiquement sur le terrain. Non, pas systématiquement sur le terrain. C'est quelqu'un qui est parti à un poste où, vous savez, partout dans le monde, les généraux ne sont pas au front. Les généraux sont à l'état-major. C'est les colonels et les en dessous qui sont au front. On a eu le même phénomène ici avec le général Douala Massango à Douala, qui a été remplacé par un colonel. On a eu le même phénomène avec le général Baka, Hippolyte, à l'extrême nord, qui a été remplacé par un colonel. Parce que vous savez, être à l'état-major et penser les choses et exécuter sur le terrain, c'est encore une autre chose. C'est comme n'empêche pas que dans le nord-ouest, on a le général Agbal Robinson, qui quand même exerce là-bas. Non, vous savez, lui vient de passer général. OK? Et il sort du terrain. Donc il a encore les aptitudes du terrain. Mais dans 2, 3, 4 ans, on en reparlera. Même Belengue aussi. Belengue, non. En 2016, non, Belengue a travaillé à la présidence pendant longtemps. Et il a quitté la présidence, il est allé à l'État, au quartier général. Et c'est l'un des hauts officiers généraux de ce pays. Quand il a atteint la limite d'âge au grade de colonel, il a informé sa hiérarchie, il est rentré chez lui au village. Ça ne se fait pas au Cameroun. Beaucoup s'accrochent. Lui, il a quitté de lui-même sans attendre le décret.
Et c'est plutôt un décret qui est parti le ramener du village pour venir poser le poste. Donc, c'est pour dire quand même que il ne faut pas qu'on le jette en pâture pour dire qu'il a été limogé. Je crois que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'aptitudes et que ces aptitudes n'étaient peut-être pas indiquées dans la position qu'il occupait à ce moment-là. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de la valeur. Samuel, maintenant. Oui, je voudrais considérer le départ du général Melengi Nouma comme sous un prisme unique. Voyez-vous, une guerre ne se fait pas seulement au front. C'est qu'il y a des stratégies de guerre. Ça veut dire que même à partir du ministère de la Défense, les généraux peuvent être mis à contribution pour gérer un front de guerre. Et sous un autre aspect, je voudrais qu'on considère la communication, ou bien l'ensemble des communications données par le général Melengi, non pas comme une muette, une grande muette qu'il faisait trop parler, mais comme une grande muette qu'on attend à rester muette, mais qui doit communiquer en temps de guerre. Parce que quand, en l'absence de la communication de notre armée, il y avait forcément les médias internationaux qui donnaient le compte rendu de ce qui se passait sur le terrain. Et quand nous observons même le comportement général de notre armée, il me revient que depuis près de 2 ans, nous avons le colonel Didier Badjek qui communique de temps en temps sur le déroulement des affaires au niveau du front. Donc je ne voudrais pas penser, comme certains peuvent penser, que c'est parce qu'il exagérait, c'est parce qu'il allait au-delà de ce que la grande muette devait dire. Non, même en temps de guerre, il y a une communication minimale et je crois que le général s'arrêtait à cette communication minimale. Alors, maintenant rentrons donc dans la question fondamentale. Regardons des enjeux, regarde ce qui se passe sur le terrain. Il parle d'une population qui se sent de plus en plus frustrée. Il est clair que dans certains endroits, l'armée a du mal à occuper le terrain, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest. D'où la question du thème de ce soir. Que peut donc l'armée je commence peut-être par vous. Qu'est-ce qu'elle peut véritablement doit-elle, comme le souhaite ou le semble dire Elie, d'abord regagner les cœurs, donc mettre la fleur sur le bout du fusil, ou alors doit-elle d'abord se sécuriser à nouveau, donc sortir ses muscles, reprendre le terrain éventuellement qu'elle aurait perdu, et puis comment doit-elle procéder? Moi, je pense que il faut deux types de réponses à ce problème-là. Il faut les réponses militaires, il faut les réponses politiques, économiques et sociales. Pour ce qui est des réponses militaires, parce que dans les protagonistes qui sont sur le terrain, vous avez des gens qui sont des sécessionnistes pour qui la sécession ou rien. Ils sont prêts à aller sur l'action suprême jusqu'à ce qu'ils atteignent leur objectif. Vous n'irez pas devant ces gens-là avec l'arbre de la paix. C'est-à-dire pour celles des personnes qui ont choisi de combattre l'État en faisant recours aux armes, pour celles des personnes qui empêchent à d'autres anglophones qui ne pensent pas comme eux de se mouvoir, l'État a l'obligation d'apporter la sécurité à ses citoyens. Et par rapport à ceux qui sont donc radicalisés, il faudrait qu'au niveau de la confrontation militaire, ils se rendent compte que quand ils vont au champ de bataille, qu'ils ne peuvent pas gagner. Donc il faut une réponse militaire appropriée, il faut une puissance de feu qui soit supérieure à la puissance de feu sécessionniste pour qu'ils se rendent compte que sur ce terrain-là, ils ne peuvent pas gagner. Mais lorsque l'État aura réussi à imposer ce rapport de force, ça va mener ces gens, puisque les populations vont se rendre compte que c'est 1 an, c'est 1 année, c'est 2 années, les enfants ne sont pas là à l'école, les activités agro-pastorales se sont arrêtées, ils se sont déportés, la situation s'est dégradée. Le moral de ces va commencer à tomber parce que les populations vont commencer à faire la pression sur les sécessionnistes que vous avez engagé dans un mouvement, nous ne voyons pas l'issue. Oui. Et c'est ça qui va amener ces sécessionnistes-là à se dire que peut-être qu'on pouvoir négocier. Parce que dans une guerre, c'est comme en politique. On fait les grands discours le matin, mais la nuit, on négocie. Mais ce qui va être négocié sur la base d'un rapport de force. Donc, sur le plan militaire, il est important que l'État impose un rapport de force qui amène les sécessionnistes à entendre raison. Maintenant que la guerre sera gagnée, il faudrait ajouter à cela les stratégies politiques, économiques et sociales. C'est là où je vais revenir. Pourquoi est-ce qu'il y a la crise anglophone? Parce que quelque part, il y a un certain nombre de problèmes qui n'ont pas été résolus. En termes de justice sociale, en termes d'égalité de l'acquisition des savoirs, en termes d'emploi, en termes d'accès aux services sociaux de base. Je vais dire, ne pas mon rapport en disant que, par exemple, nous avons un héritage culturel, un héritage historique, qui pour moi est une grande chance.
Parce que nous avons l'héritage britannique, nous avons l'héritage francophone. Si on regarde par exemple au niveau de l'éducation, pourquoi ne pourrait-on pas fondre le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de l'éducation, l'enseignement secondaire, l'éducation à un grand ministère, et il y a joint le secrétariat d'État, un secrétaire d'État chargé de ce système anglophone, un secrétariat d'État chargé du système francophone, un secrétariat d'État chargé de l'enseignement confessionnel, c'est-à-dire les catholiques, les protestants, les musulmans, les islamistes et tout cela. Et au-dessus, donc, le président de la République va nommer un ministre qui sera chargé d'appliquer sa politique. Ça permettra qu'on ait un grand ensemble qui va respecter la spécificité historique et culturelle des uns et des autres. Et à mon sens, on aura résolu ce problème-là. Je pense que notre management doit être à la hauteur de nos héritage historique. Tout ce que nous faisons doit être le reflet de nos héritages historiques. Voilà pour le premier geste que je peux dire. Robert Mutambassa, que peut faire l'armée? Oui, député, avant de donner une réponse, que peut faire l'armée, il faut déjà savoir quel type d'armée nous avons au Cameroun. Nous avons une armée républicaine au Cameroun. Ça veut dire que c'est une armée qui est favorable à la République. Et elle est partisan de la République. Respectueuse des institutions. Respectueuse des institutions. Derrière son chef. Derrière son chef suprême, qui est le chef de l'État. L'armée républicaine est une armée qui soutient la République. Et elle est attachée au principe de la République. Et travaille sous le commandement de son chef suprême. Ça, c'est le type d'armée qu'a le Cameroun, armée républicaine. Maintenant, l'armée, c'est quoi? Il faut aussi expliquer. L'armée, c'est une organisation structurée d'hommes et de femmes qui est armée pour conquérir ou défendre un territoire. À partir de cette décision, vous comprenez que l'armée est la colonne vertébrale de tout un pays. Le Cameroun et les autres. Chaque pays a son armée. Alors, la situation à ce jour veut que on a des échanges durs sur le terrain entre les sécessionnistes terroristes et les forces de défense. Donc, on a les éléments de force de défense qui sont agressés, tués. On a les civils, les sécessionnistes terroristes qui sont agressés, tués. Nous avons des centaines de milliers de Camerounais qui sont réfugiés. Qui n'ont pas réfugiés, qui sont en déplacement à l'intérieur du pays. Il y a une 50 000 à peu près qui sont réfugiés au Nigeria. Alors, et d'autres sont en état d'arrestation ou en procédure judiciaire. Alors, nous sommes là dans un cocktail qui précise et qui est clair que nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, l'armée fait ce qu'elle sait faire. Et dans ce cas où on parle de sécession, défendre le territoire national. Donc l'armée fait ce travail parce que c'est ses missions. Maintenant, est-ce que l'armée, qu'est-ce qu'elle pourra faire au bout? L'armée aura, qu'on le veuille ou pas, l'armée au final va gagner cette guerre. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'événement au Cameroun. Ça s'est passé avec l'UPC à l'époque. Ça a pris peut-être 10 ans ou 15 ans. Mais l'armée, si l'armée perd la face, si l'armée perd cette guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus l'État du Cameroun. Donc l'armée va gagner cette guerre. Maintenant, à quel prix? À quel prix? Parce que c'est chaque jour que les forces de défense, il y en a qui meurent, il y en a qui sont mutilés, agressés, il y a les populations, il y a même les Camerounais, ils sont sécessionnistes terroristes, mais c'est des Camerounais. Bon, entre parenthèses, il se dit qu'il y a quand même des mercenaires peut-être qui sont rentrés dans la danse. Mais dans tous les cas... Comme Daniel Jules le disait, toutes les conséquences économiques. Voilà, avec toutes les conséquences économiques, financières et autres. Et donc, du coup, je pense que cette histoire, qu'on le veuille ou pas, on va finir par s'asseoir pour discuter. Peut-être avec des rapports de force clairs, parce que l'armée aura le dessus, il faut le dire. C'est la raison pour laquelle je profite pour dire à mes frères du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que je soutiens, dans ce sens que j'étais parmi ceux, dès le départ, qui ont dit qu'il y avait un problème anglophone et il fallait résoudre à ce moment précis. Ça s'est dégradé, nous avons atteint des limites où on a dépassé les lignes rouges un peu partout. Ça devient très très dangereux, tout le monde est de plus en plus inquiet. Partout où je rentre, je discute avec les gens, on en parle, tout le monde est déjà inquiet, on ne sait plus trop où on va. Les gens s'habituent déjà à vivre avec la guerre.
Et c'est ça qui est dangereux. Il ne faut pas s'habituer à vivre avec la guerre. Il faut trouver une solution à ce problème. Et je pense que, au-delà du tout, ceux qui se disent, les sécessionnistes, les terroristes, doivent comprendre qu'ils vont finir par perdre. Et moi, je suis là et j'en profite pour leur dire. S'ils me regardent, j'ai dit, mais les frères du Nord et du Sud-Ouest, prenez la décision de mettre en place un cessez-le-feu unilatéral. Mettez-vous d'accord pour arrêter de combattre contre les forces de défense. Mettez-vous d'accord pour éviter de continuer d'agresser les populations. Et donnez 90 jours donner 90 jours pour que la paix, le dialogue puisse se rétablir. Tant que les rancœurs, parce qu'on a perdu un membre de famille, un frère dans l'armée, et ainsi de suite, continuent, je peux vous garantir que c'est petit à petit que ces deux régions sont en train de se vider, ils vont continuer de se vider, jusqu'au moment où le rapport de force sera tel que les plus forts vont gagner et les autres vont s'aligner. Et je crois qu'on peut éviter, on peut se faire l'économie de perdre tous ces gens. Il y a plus d'une cinquantaine de militaires de forces de défense qui sont déjà décédés, des centaines peut-être, on ne donne pas les chiffres pour les civils, mais je suis sûr que si on a 50 militaires qu'on a pu compter, je peux vous garantir que pour qu'un militaire meure, il faut qu'il y ait beaucoup de civils autour qui vont mourir. Donc je crois que nous sommes Camerounais, regardons-nous dans les yeux, cette guerre, on n'en a pas besoin. Il faut que, et une chose très importante, les terroristes doivent comprendre une chose. L'État ne peut jamais baisser la garde. L'État ne peut pas mettre les genoux par terre. L'État ne peut pas perdre la face. L'État doit avoir le dessus dans cette guerre parce que c'est comme ça. Le jour où un État n'a plus le dessus sur ce genre de guerre, ça veut dire qu'il n'y a plus d'État. C'est la somalisation de ce pays. Donc, moi, je pense qu'au lieu de continuer, nos frères qui sont dans la diaspora, qui nous écoutent, qu'ils encouragent ceux qui sont au pays à aller vers un cessez-le-feu. Donnons-nous 90 jours pour donner la chance au dialogue et à la paix dans ce pays. Samuel. Oui, député, je voudrais dire que, comme ça a été dit en parlant de définition de l'armée, je voudrais rappeler que l'armée a pour vocation, c'est-à-dire que la protection du territoire national, la protection de l'État, mais surtout, il faudrait qu'on se le dise, l'armée ne fait pas la guerre contre ses propres populations. Une armée ne combat pas contre ses propres populations. C'est regrettable ce qui arrive au nord-ouest et au sud-ouest aujourd'hui. Nous sommes à l'étape des solutions. Ce que nous pensons, nous, au sein de notre parti politique, qui est le PURS, nous disons l'armée doit jouer son rôle d'agent de dissuasion. Parce que ce ne sont pas tous les gens du nord-ouest et du sud-ouest qui sont des ennemis de l'unité nationale. Il y a peut-être des infiltrés, peut-être des brigands qui continuent à perpétrer des exactions, mais que ces brigands-là soient gérés comme tels. Monsieur Smith l'a dit tout à l'heure, quand tout un village entier, des grands-parents, parce qu'ils n'ont pas pu fuir, sont brûlés, nous disons, cela fait mal. Ce sont des Camerounais. Il faudrait que nous pensions à une solution définitive à ce problème. That's why I would like to address my Anglophone counterparts, because this country belongs to us. Nobody is more Cameroonian than the other. And then our unity, we like being together. We are together. Northwest and Southwest are part of our big country. We need to stay like that. So, as somebody rightly mentioned it, we need to stop war. War has never been a solution to any problem. There are problems even amongst families, but there must be a moment, a particular moment that we put a stop. I think that we have reached that moment. Et maintenant, une minute s'il vous plaît encore, et maintenant pour ceux qui ont les rênes de ce pouvoir, ceux qui sont aux affaires, il est plus que temps de mettre de la vitesse dans l'application des mesures politiques. C'est vrai l'État, c'est vrai le gouvernement ne peut pas mettre les genoux au sol, quelqu'un l'a dit. Mais le gouvernement, l'État peut mettre la plateforme de dialogue. Et il faudrait, ceux qui continuent... Donc on parle de dialogue sans condition d'ailleurs. Ceux qui continuent, parce qu'ils ont commencé le matin, ceux qui continuent à dire nous dialoguons avec qui? Je voudrais dire que c'est les mêmes gens qui le matin nous avaient dit il n'y avait pas de problème anglophone. Que ce débat cesse.
que les Camerounais s'asseyent et que nous construisions cette nation, cette grande nation que nous voulons, belle, prospère et unie pour tout le monde. Et Smith, que peut l'armée? Alors, moi, je pense que l'armée ne peut pas faire autrement si les politiques, c'est comme on est dans une république et c'est l'armée obéit aux ordres des hommes politiques. Mais quand vous avez des hommes politiques qui ne veulent pas la négociation, qui pensent que, vous savez, vous pouvez, je vous ai dit ça une fois ici, un jour allez quand même à Boya, demandez à docteur Fontaine Niba, il va vous expliquer. Vous savez, quand on avait commencé le problème sur le consortium, il y a un ministre que lui-même vous dira le jour que si vous avez le courage de lui demander, on négocie. Lui, il a demandé aux négociants que vous avez combien de brigades pour lutter. Le monsieur lui a dit non, nous sommes là pour lutter, nous sommes là pour négocier pour des problèmes corporatistes. Nous ne voulions pas faire une guerre. Donc les militaires sont... Moi j'ai pitié des militaires. Parce que les militaires, ils sont là parce que on a des hommes politiques qui ont cru que les anglophones étaient, comme M. Wiriba disait, étaient deux morceaux de sucre qu'on va mettre dans l'eau, ils vont dissoudre. Non, je crois que c'est un problème politique. On ne peut pas la résoudre avec les moyens militaires. Et on a vu dans toutes les guerres au monde. Vous avez vu au cas du Soudan. Le problème qui se passe, la guerre du Soudan a commencé en 55, ça s'est arrêté en 72. Ça a encore repris en 83 jusqu'en 2010. Parce que quand les hommes politiques croient que nous allions être des roublards, imposer les choses aux autres, les autres refusent. Je vois que c'est ce que monsieur disait tout à l'heure. Il y a un autre problème fondamental, que l'armée ne peut rien faire. Quand les anglophones sont désenfranchis économiquement, parce que c'est un autre problème que les gens ne comprennent pas. Pourquoi, par exemple, la diaspora a une grande influence sur les communautés anglophones du sud-ouest et du nord-ouest? Parce qu'ils n'ont rien dans l'État camerounais. On doit vivre dans chaque famille, tu as un ou deux enfants qui sont aux États-Unis ou en Grande-Bretagne qui envoient. Donc l'État a quoi là-bas? Donc ce que l'État doit réfléchir, moi je me pose la question. Nous avions un gouvernement plein de gens qui sont bardés de diplômes. Vous entendez toujours professeurs, docteurs et trucs comme ça. En réalité, ils sont nuls. Donc l'armée ne peut rien faire. Moi, j'ai quand même passé l'armée aussi. Il lutte contre, quand tu luttes contre ta soeur ou ton frère, tu ne peux pas lutter avec ton frère comme tu luttais avec un étranger. Donc vous voulez que cette armée-là fasse quoi? C'est que c'est les hommes politiques qui ont failli, qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et question peut-être d'intérêt général ou observation générale, nous sommes à la veille du 20 mai, de la fête de l'unité. Va-t-on célébrer cet événement-là sur toute l'étendue du territoire? Robert Moutet, est-ce qu'à chaque bout, j'y pense peut-être à Belo, la localité de Belo, je pense à la localité de Mendy, des zones Batibo. On a vu que sur Balangui, ce week-end, voilà, c'était extrêmement compliqué. Est-ce qu'on aura les défilants dans toutes les... peut-être spécifiquement ces zones? Moi, j'ai ma position là-dessus, et pour le défilé en général, je l'avais déjà dit sur un plateau avant, c'est que, vous savez, partout dans le monde, au niveau de la fête nationale, c'est les armées qui défilent. Bon, c'est une particularité pour nos pays d'avoir les enfants de l'école primaire, du secondaire, on a fait Armée Nation. Et en même temps avec les partis politiques. Moi, je pense que, je l'avais déjà proposé, qu'il faut qu'on revienne à l'orthodoxie normale, que la fête nationale, qu'il n'y ait que l'armée qui défile. Et si ce n'est que l'armée qui... Parce que l'armée minimum va défiler dans ces zones. Ça, c'est sûr. À Batibo. L'armée va défiler partout. Monsieur Moutet, vous avez dit minimum, l'armée minimum. Vous n'avez pas dit l'armée. Je me souviens de ces images de nos confrères d'Equinox où le gouverneur est allé installer un sous-préfet. Je dis ceci. Et ça s'est très mal passé. Dans chaque ville du Cameroun, l'armée va défiler. Maintenant, l'armée, c'est peut-être pas des milliers de personnes à chaque fois. Il y a des arrondissements où vous avez une quinzaine de personnes au commissariat, une dizaine dans la brigade des gendarmeries. Et s'il y a la prison, quelques gardiens de prison, mais ils vont aller défiler, ça suffit pour cette ville. Mais l'étendue du territoire. Maintenant qu'on ait les populations, les partis politiques et autres qui défilent dans certaines zones de ces deux régions, je crois que ce serait risqué de laisser... les gens ont peur des représailles, les gens ne pourront pas venir. Même si on leur rassure qu'ils peuvent venir, il n'y aura rien, je peux vous garantir qu'avec la peur qui a gagné les gens, beaucoup ne viendront pas, presque tous ne viendront pas. Ceux qui viendront là-bas, ce seront beaucoup plus les hommes en tenue parce que, ils sont en tenue, ils ont choisi ce métier, et même s'il faut mourir, ils doivent mourir. Merci. Fête de l'unité et puis situation sur zone. Avant ça, je vais revenir en une seconde sur un point. Moi, je pense qu'il y a beaucoup
de naïveté pour faire dire ça comme ça, de la part de certaines personnes qui disaient qu'il faut le dialogue, il faut le dialogue, il faut le dialogue. Oui, il faut le dialogue, mais sur quelle base doit-on dialoguer? Parmi les protagonistes, il y a ceux qui ont engagé, qui sont dans une voie de non-retour. C'est-à-dire pour eux, c'est la sécession ou rien du tout. Avec ces personnes-là, on ne peut pas dialoguer. Parce que le seul dialogue pour eux, c'est quand on dit, OK, vous partez du Cameroun, là, prenez ça et vous créez vos républiques de l'Amazonie. C'est le seul message qu'ils veulent entendre. Et pour dénouer avec ces gens-là, ce n'est que ce plan militaire qu'on va résoudre ce problème-là. Mais là, il y a maintenant les gens qui sont modérés, qui sont les fédérations, qui pensent que la fédération peut leur permettre de résoudre ce problème-là. Avec eux, on peut donc négocier. Et là, vous entamez pratiquement le deuxième thème. Vous plantez le décor. Je n'entre pas dans le fond. Allons-y. Vous plantez le décor. Donc, il y a des gens qui pensent que c'est la forme d'État qui pose un problème. Avec cela, on peut commencer à dialoguer. Deuxièmement, quand on dit que l'armée ne peut rien, pour la somme militaire ne peut être efficace que si elle a une feuille de route politique. On a signé l'objectif à l'armée, c'est quoi? C'est d'abord rétablir la sécurité, que les gens vaquent à leurs occupations, que les gens reviennent s'installer dans l'activité agroéconomique, pastorale, elles recommencent. Maintenant qu'elles ont recommencé, quand l'État a affirmé son autorité sur l'ensemble du territoire, maintenant on décide de négocier, on décide de passer à une autre étape qui est les réponses politiques, économiques et sociales. On va commencer à faire avec les réponses politiques, économiques et sociales, alors que sur le terrain, la situation de sécurité n'est pas bonne. Maintenant, pour chuter avec, la question de savoir, est-ce qu'on va défiler sur l'ensemble du territoire national? Je m'aligne sur la position de René Moute pour dire qu'on n'a pas besoin de faire des fêtes grandioses. Ce n'est pas, on passe sur la sécurité des personnes qui vont venir au défilé. On peut se limiter uniquement aux militaires, aux forces militaires. Mais ça envoie aussi un signal. Hein. Si l'année dernière on a fait une fête quelque part, cette année on ne peut pas le faire, c'est un signal donné à ceux qui observent mieux. Un gouvernement doit être pragmatique. D'accord. Oui, je voudrais revenir sur la question que vous avez posée, mais avant d'y répondre, je voudrais dire une ou deux choses. Allez-y. Une ou deux choses. Voici la première chose. Quand certains pensent que on ne peut pas discuter avec ces gens parce que parmi eux, il y a ceux qui se sont déjà, comment je vais dire ça, radicalisés. Mais à quel moment ils sont radicalisés? C'est toujours parce que nous sommes restés dans les tergiversations intellectuelles que ceux-là ont eu du temps de se radicaliser. Je voudrais dire, pour ceux qui n'ont pas fait le Nord-Ouest, sur ce plateau, l'aîné M. Moutambassa a dit avoir vécu la zone. Moi, j'ai fait la zone aussi. Et je voudrais dire à mon voisin de gauche que il y a toujours eu l'aile sécessionniste au Nord-Ouest depuis des années. Et ça n'a jamais posé problème au Cameroun. Maintenant que il y a beaucoup de gens qui ont rejoint cette tendance-là, c'est dangereux déjà. Il est question de retirer, faire revenir ceux qui peuvent revenir à la maison. Parce que c'était une minorité, les sécessionnistes. Nous avons laissé que la grande majorité y aille en permettant des débats intellectuels. Je voudrais citer ici feu professeur Roger Gabriel Leb, en faculté de droit à Douala. Il nous disait, quand un intellectuel ouvre sa bouche pour parler devant une situation, ce n'est pas pour se faire des amis. C'est pour dire des choses qui vont arranger la situation. Donc, c'est pour dire que nous continuons, nous, au PURS, et les Camerounais avec, nous continuons à penser que le dialogue s'impose. La présence de l'armée aussi doit rester là. Mais une armée, quelqu'un l'a dit ici, si je dois combattre contre mon frère, je ne prends pas les mêmes armes comme si je combattais avec un ennemi venu d'ailleurs. Voilà le rôle que cette armée doit jouer là-bas. Maintenant, par rapport au défilé, j'ai envie de rire quand j'entends mon aîné et voisin d'en face de l'autre partie, quand il dit que pour lui, on peut faire défiler, c'est la fête de l'unité, on peut faire défiler seulement les armées parce que ça se fait partout ailleurs. Je suis bien d'accord. Mais je voudrais aussi dire qu'au Cameroun, depuis au moins 6 ou 7 ans, tous les thèmes de la fête de l'unité, s'appelle-t-elle, sont toujours collés sur la combinaison armée et nation, armée et nation. Ça veut dire que toutes les composantes de la nation étaient impliquées à cette fête. Maintenant, on veut faire une fête au rabais. Nous pleurons tous les morts. Nous pleurons tout ce qui se fait là-bas. Va-t-on pouvoir défiler
Nous autres qui allons peut-être défiler en zone calme, c'est avec un pincement de cœur que nous le ferons. Un grand pincement de cœur. S'il y avait une possibilité, il ne se fait pas tard. S'il y avait une possibilité de lancer déjà ce dialogue, même si on arrive à l'unité, à la fête de l'unité, sans que tout le monde, tous les composants puissent défiler, ce serait déjà quelque chose pour essayer de ressouder notre unité qui est en train de prendre du plomb dans l'aile. Élie, je termine par vous. Oui, moi, je crois que ce que monsieur a dit, vous avez raison. J'ai oublié Samuel maintenant oui, le problème de sécession a toujours existé. Même lors de la conférence de Fumban en 1961, il y a le docteur Indeli, l'ancien premier ministre du Cameroun occidental, un certain monsieur Lienjo, qui disait que dans la clause de la constitution de 61, qui est la vraie constitution du Cameroun, de l'État fédéral, il faudrait qu'on inclue même une option, une clause de sécession, qu'au cas où ça ne marche pas, nous on part. Donc ça veut par là dire que le problème de sécession aujourd'hui, les gens en parlent, ça a toujours existé parce que ce n'est pas tous les anglophones du Cameroun occidental qui voulaient l'intégration avec la République du Cameroun que Fonchal nous a amené dedans. Donc, et puis deuxièmement, l'effet de dire qu'on ne peut pas dialoguer avec tout le monde. Moi je crois que les francophones regardent souvent beaucoup la France comme référence. Est-ce que vous n'avez pas vu récemment M. Macron aller à la grotte de Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, là où on a tué M. Jean-Marie Tjibaou en 86. Moi, je crois qu'on peut négocier avec tout le monde. Est-ce qu'on n'a pas vu M. Macron aller en Corse, discuter avec les indépendantistes corses qui ont dynamité, ils ont mis des bombes partout, qui ont leur drapeau avec la tête de mort? Moi, je pense que les histoires où j'ai suivi des journalistes de la chaîne nationale disent on va négocier avec qui? Non. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là où nous on est. Et premièrement, je vais vous rappeler que si on est arrivé jusqu'où on est aujourd'hui, les gens qui sont responsables, c'est le gouvernement ou le parti de mon ami Mouté Ambassa. Parce que quand vous arrêtez Agbobala, vous arrêtez Fontem, les gens qui peuvent négocier, vous laissez un grand boulevard à ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de décrier. Donc on peut négocier avec tout le monde. Et d'ailleurs, même ça peut même être du chantage. Hein. Je peux dire que je veux la sécession et pourtant ce n'est même pas la sécession que je veux. Donc le gouvernement doit être humble. Il n'y a pas de vainqueur ni de vaincu. L'essentiel, c'est l'avenir du Cameroun qui est important. Et en ce qui concerne le 20 mai, moi, je ne sais pas comment on va faire le 20 mai. Moi, j'en doute vraiment, hein, parce qu'il y a les régions où... Peut-être... Oui, mais on peut défiler. Même à Boya, là, c'est quand même compliqué, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas qu'on défile à Boya. Mais je trouve que, est-ce que ça vaut la peine de mettre la vie des individus parce que vous voulez montrer à la surface du monde que tout va bien? Il faut à un moment être humble et savoir que même dans votre maison, quand il y a un problème, faites-le savoir à tout le monde et on résout le problème. Mais le fait de mentir d'une manière éhontée chaque fois, et on est ridicule, même le président a ridiculisé beaucoup de ses ministres. Il y avait des ministres qui nous ont dit ici qu'il n'y avait pas de problème anglophone. Le président est venu reconnaître qu'il y avait un problème anglophone. Mais ces ministres n'ont même pas eu l'humilité ou l'honnêteté de dire, bon, je jette mon tablier et je pars. Donc, 20 mai, il y a un problème. D'abord, 20 mai aussi, c'est une date controversée chez les anglophones. Parce que c'est un référendum qui ne s'est pas tenu d'une manière orthodoxe. L'exemple, quand on organisait les référendums au Québec, ça concernait que les Québécois. Quand on a organisé les référendums en Écosse, ça concernait que les Écossais. Et quand on organise le référendum ici en 72, on a mélangé tout le monde. Et pourtant, ce n'est pas les francophones qui sont venus pour unifier avec les anglophones, mais c'est les anglophones qui sont venus pour faire l'unification avec les francophones. Donc c'était à eux, et à rien qu'à eux, qu'on devait demander est-ce qu'ils étaient pour le changement de l'État, d'un État fédéral à un État unitaire. Dire ça ne veut pas dire qu'on soutient, c'est une manière honnête, et c'est ça qu'on a. Si vous prenez j'ai oublié de rapporter la Constitution du Cameroun de 61, qui est la vraie Constitution, et qui dit, il y a un article 47 qui dit la forme de l'État fédéral ne doit en aucun cas être touchée. Mais comme dans un pays où on ne respecte rien, on a touché. Et quand les gens veulent parler, on les bastonne, on les chasse du travail, on les met en prison, on les tue. Donc c'est ça. Et je voudrais rappeler, pour sortir de cette première phase du débat, qu'aujourd'hui se tenait à Yaoundé le procès de Mancho Bébissi et compagnie.
dont on attend la sentence, et d'ailleurs qui est reportée au 24 mai 2018. Donc tout n'est pas encore décidé dans ce cadre-là. Pour ceux qui ne le savent pas, Manche BBC fait partie de ces personnes interpellées dans le cadre de cette crise, la crise anglophone, et dont il est devant le tribunal militaire avec un certain nombre d'autres personnes interpellées également. Transition et puis deuxième thème du débat de ce soir. Un thème qui logiquement découle du premier, on peut l'observer, après avoir fait le tour de la situation plus ou moins militaire, sur la base des observations plutôt des profanes en matière militaire. On va essayer d'embrayer avec le volet politique de la question. État unitaire, État décentralisé, État unitaire décentralisé, État fédéral. On va s'interroger sur ce qu'il y a de mieux pour le développement local. Il faut peut-être le dire d'entrée, les pouvoirs publics ont effectivement opté pour une décentralisation poussée, accélérée, essayons de le dire comme vous l'entendez. Et par contre, il y a des partis politiques, il y a d'autres institutions, des instances, des personnalités qui, elles, estiment que l'État fédéral serait la meilleure forme qui pourrait éventuellement permettre au Cameroun de mieux se développer, de mieux s'épanouir sur les plans politiques, économiques, sociaux, culturels et sportifs. Alors, je commence avec vous, hein, Daniel Jules. Si on peut déjà peut-être situer, peut-être en termes de définition, en termes d'appréhension, de meilleure compréhension, ces deux entités-là, État unitaire décentralisé, État fédéral, à quoi est-ce que ça nous renvoie tout ça? Mais disons qu'un État unitaire, d'abord, qu'on ne sait pas État unitaire, c'est un État dans lequel il existe un seul centre d'impulsion politique. C'est-à-dire qu'il y a une unicité juridique, il y a une unicité constitutionnelle dans un pays. Dans l'État unitaire, il n'y a qu'une seule constitution, un seul parlement, un seul pouvoir judiciaire. Les lois qui s'appliquent aux populations sur l'ensemble du territoire sont uniformes. Ça, c'est un État unitaire. Maintenant, un État unitaire décentralisé, c'est un État dans lequel qui admet la décentralisation comme une modalité de gestion ou d'organisation du territoire. Et la décentralisation, donc c'est une technique d'administration du territoire qui admet les communautés humaines ou les services publics qui fonctionnent, n'est-ce pas, sous la bannière, sous la tutelle de l'État, lequel l'État leur reconnaît des compétences propres, leur confère la personnalité juridique, la personnalité juridique, et leur reconnaît des compétences et leur rejoint des moyens. Pour dire simplement comme ça, décentralisation territoriale, décentralisation par service, ça c'est ce qu'on appelle un État unitaire décentralisé, c'est peut dire comme ça simplement. Maintenant, pour ce qui est de l'État fédéral, c'est un État dans lequel il y a une répartition des pouvoirs entre les entités fédérées et les entités d'État et un État fédéral. C'est-à-dire qu'il y a un État central, on peut dire qui est l'État fédéral, et il y a les États périphériques qui sont les États fédérés. Maintenant, la différence fondamentale qui existe entre un État fédéral et un État fédéré, c'est que dans un État fédéral et un État unitaire décentralisé, c'est que dans un État unitaire décentralisé, le statut des collectivités territoriales est déterminé par la loi, par voie législative. Alors que dans un État fédéral, le statut de l'État fédéré est régé par la Constitution. Ça veut dire que on ne peut pas faire une révision constitutionnelle sans que l'État fédéré n'ait à dire un mot là-dessus. Un État fédéral se forme de deux façons. Par agrégation, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs États, unitaires qui existent et qui décident de se mettre en commun. Ou alors par ségrégation, il y a un grand État unitaire qui se disloque pour former un État fédéral. Et un État fédéral fonctionne sur la base de ce nombre de principes, des principes de superposition, c'est-à-dire qu'il y a une superposition des institutions de l'État fédéral et des institutions de l'État fédéré. Les institutions de l'État fédéral sont en principe au-dessus des institutions de l'État fédéré. Il y a le principe d'autonomie qui confère, parce que les États fédérés ont une autonomie parce qu'ils ont, leur constitution, ils ont leur loi, ils ont leur Cour suprême, ils ont leur parlement. Vous voyez un peu. Et maintenant, il y a le principe de participation qui fait que le fait
de consacrer l'autonomie aux États fédérés ne les empêche pas de participer à la vie nationale. C'est dans cette mesure que les États fédérés, au seul plan politique, un pays comme les États-Unis d'Amérique, au contraire, chaque État fédéré a droit à deux sénateurs. Au niveau des élections politiques, l'élection au niveau des États aux États-Unis, le nombre de voix au niveau des États est supérieur au nombre de voix reste l'ensemble du territoire. Je peux être candidat à l'élection présidentielle aux États-Unis. Les Américains m'ont massivement voté, mais si les États n'ont pas massivement voté, je vais perdre les élections. Maintenant, au niveau des ressources, il y a une partie des ressources des États fédérés qu'on envoie au niveau des États fédérés pour la vie de l'État, pour la vie de l'État. Et l'État fédéré ne dispose pas de la compétence en matière de politique étrangère, qui est la compétence exclusive de l'État fédéral. L'État fédéré ne dispose pas de la compétence en matière monétaire, parce que la monnaie est battue par l'État central. Maintenant, après qu'on ait dit ça, on peut continuer, si vous permettez, au niveau du développement local. Parce qu'il faut bien fixer les concepts pour qu'on comprenne un peu. Voilà. Quand on parle de développement, on dit d'abord que le développement, c'est un processus, on peut dire, la fixation de François Pérou, l'ensemble, c'est un processus qui est cumulatif des transformations politiques, économiques et sociales, aussi bien quantitatif que qualitatif, d'un peuple qui le rend apte à faire quoi son progrès réel global. Là, c'est la définition du développement. Maintenant, en termes de développement local, c'est un ensemble d'initiatives qui sont prises à la base du développement à la base, qui sont prises à la base, qui visent, n'est-ce pas, à apporter, à résoudre le problème de pauvreté, le problème d'accès aux infrastructures et tout, et qui, n'est-ce pas, sont prises, comme on peut dire en anglais, in the bottom, pas in the top. Voilà. Et le développement local connaît un ensemble de principes, parmi lesquels il y a la contractualisation, il y a le partenariat, il y a la gouvernance, il y a la gouvernance, il y a beaucoup de principes. Il mobilise un certain nombre d'instruments. Il y a le plan de développement communautaire, le plan de développement régional. Vous voyez un peu. Il y a le plan, les plans d'aménagement, tout cela à l'échelon local. Et en termes de management, ici, le management est participatif, il n'est pas directif. Parce que quand on dit management directif, ça veut dire qu'on nous soumet, on impose des stratégies. Alors quand il est participatif, ça veut dire que ça vient, les partenaires, administration publique, administration privée, société civile et tout le monde, on s'assoit, on dit voilà quelles sont nos priorités, voilà comment est-ce qu'on va faire pour les atteindre. Voilà un peu le cadre défini. Le cadre définir ce que c'est qu'un État unitaire décentralisé, un État fédéral et le développement local. Samuel Mena-Besson, peut-être je peux me tromper, mais il me semble que le PURS a opté pour un État unitaire décentralisé. Un peu comme le RDPC d'ailleurs. Ah, mais à une différence. Coïncidence? Rapprochement? Non, pas de rapprochement, pas de coïncidence. Idéologie similaire? Pas d'idéologie similaire pour la simple raison que, en l'état actuel des choses, le régime en place et son parti ne fonctionnent pas en mode d'État unitaire décentralisé. S'il faut trouver quelque chose, ce régime fonctionne en mode d'État unitaire s'il faut même le dire, ou bien classique. Parce que le concept décentralisé ne ressort pas encore dans le mode de gestion des affaires de notre pays actuellement. Je voudrais dire ici que nous, au sein du PURS, parce que vous me faites une question qui me renvoie à vous parler de ce que nous pensons. Absolument. Qui s'éloigne beaucoup de ce que le RDPC a pensé jusqu'ici. Ce que nous faisons, notre projet de société a tout un volet sur ce que nous avons appelé la décentralisation. Décentralisation, pourquoi? Parce que nous, au sein du PURS, nous disons le Cameroun, dans la construction de l'État et de la nation, n'a pas encore assez de moyens pour entrer encore dans ce que nous appelons le fédéralisme. Et nous considérons cela comme si ce serait un rétropédalage qui nous serait économiquement très coûteux. Nous pensons donc à un État décentralisé. Je voudrais citer ici un pays comme le Portugal. Et le Portugal récolte beaucoup en appliquant ce que nous appelons la décentralisation. Décentralisation, ça veut dire quoi dans notre projet? Si nous donnons aux collectivités
si nous mettons les conseils régionaux, si nous faisons disparaître les préfets et sous-préfets, les villes vont pouvoir se développer avec de sortes de petits gouvernements pensés là-bas et qui mettraient leur intérêt, leurs problèmes prioritaires sous la table et réaliseraient le développement. Je veux citer des villes au Portugal où il y a une ville qui s'appelle carrément la Cité des Meubles. Pourquoi la Cité des Meubles? Notre Cité des Meubles au Cameroun, avec une décentralisation effective, pourrait être Bertois. Ça veut dire qu'à partir du produit local, une pléthore d'industries est développée là-bas, ce qui fait que quand un citoyen de Yaoundé aurait besoin des meubles même pour sa maison, il pourrait faire un tour au niveau de Bertois. Dans notre projet, nous avons identifié avec l'application stricte de la décentralisation des zones au Cameroun où un développement pourrait être basé sur ce qui se fait dans cette localité, Les ressources naturelles. les ressources naturelles, pour impulser l'économie de cette région. Donc, pour répondre clairement à votre question, l'OPUR se pense pour un État unitaire décentralisé. Mais alors, vraiment décentralisé, qui rendrait le développement global du pays réalisable. Mais dans sa composition, dans son organisation, cette décentralisation, par exemple, pour avoir souvent écouté les militants du RDPC, d'ailleurs dans l'implémentation avec le nouveau ministère chargé de la décentralisation et du développement local, on sait qu'en principe, il y a des conseils régionaux qui doivent se créer. Vous, concrètement, sur le plan de la mise en œuvre, quels sont les organes constitutifs éventuellement de ces États-là? De l'État décentralisé. Bien sûr, votre option. Oui, comme les concepts ont été, nous avons jalonné les concepts tout à l'heure là. Il y aura bel et bien un État, c'est-à-dire qu'il y aura bel et bien un gouvernement à Yaoundé qui décidera en premier, c'est-à-dire que sur un certain nombre de sujets, mais des conseils régionaux auront en charge de gérer ce que nous continuerons à appeler leur région. Et dans cette logique-là, après le conseil régional, les communes qui continueront dans l'implémentation de cette décentralisation. Et on fera disparaître des structures telles que des sous-préfectures, les préfectures et les gouverneurs de région qui seront remplacés par les présidents de région. Robert Moutambassa, vous avez donc écouté nos amis du PUR, ils disent que vous n'êtes pas encore dans l'État décentralisé. Hein. Vous êtes encore dans un État, il a dit classique, où la tête pensante se trouve à Yaoundé. Il a souvent reconnu, hein. Ils le reconnaissent beaucoup. C'est normal, vous savez, quand on est à l'opposition, c'est pour s'opposer. Sinon, si on dit tous la même chose, on ne va pas progresser. Donc moi, je pense que notre constitution est claire. Hein, nous sommes dans un État unitaire décentralisé. Mais la question ce soir, c'est... État unitaire décentralisé, État fédéral. Hein, quelle forme pour le développement local? Absolument. Et vous savez, on peut parler d'État unitaire décentralisé, on peut parler d'État fédéral. C'est des termes différents qui peuvent aussi dire la même chose. Vous savez, on peut dire État décentralisé et mettre carrément un système en dessous, comme si c'était du fédéralisme. Hein. Donc, je pense que tout dépend du contenu. Et pour avoir... moi, j'ai le sentiment que la forme d'État, dans la situation actuelle du Cameroun, vient en seconde position. Parce que je crois qu'il y a beaucoup de mots qui nous minent, qui font que quelle que soit la forme de l'État, on ne peut pas avoir un développement. Là, je surprends peut-être un petit frère de plus, mais je veux dire qu'il faut d'abord commencer par un réarmement moral de nos populations. Parce que vous savez, la compétence et le mérite doivent tout d'abord retrouver la place qu'ils n'auraient jamais dû perdre. L'intérêt général doit avoir le dessus sur les intérêts individuels. Le tribalisme doit être combattu avec la dernière énergie. On doit faire renaître le patriotisme auprès de tous les Camerounais. On doit arrêter avec le détournement des deniers publics. On doit arrêter avec la corruption.
une fois que ces mots seront traités... Je vois le point de sourire de Ellie Smith pour Une dire fois que vous décriez votre système. Non, Il lui emprunte nous sommes Camerounais. Je vous prends quelques exemples. Vous Non, allez non, voir allons-y, que allons-y. c'est partout. Ce n'est pas que au RDPC. C'est partout. Donc, une fois que tous ces mots seront traités, je crois qu'on pourra parler de forme de l'État. Parce que vous savez, que ce soit la forme fédérée de fédéralisme, que ce soit l'État décentralisé, l'État unitaire décentralisé, avec les mots dont je viens de faire allusion. Et qui vous ont dépassé à traiter pendant 36 ans. Non, ils ne nous ont pas dépassés. C'est que nous, les Camerounais, nous sommes très intelligents. Au fur et à mesure que les choses avancent, au fur et à mesure qu'on trouve des solutions, Les méthodes les s'adaptent. méthodes s'adaptent. Je prends par exemple dans les cas de détournement. Quand les gens détournent, c'est qu'on arrête, souvent en prison. Et d'autres, ceux qui ne sont pas arrêtés, vous disent c'est leur malchance. Ils se sont fait prendre, tant pis pour eux. Et le fait qu'on les condamne, on ne saisit pas les biens, on ne saisit pas, ça encourage les gens à continuer de voler. Maintenant, les gens savent qu'ils vont voler, ils vont aller tranquille à Koningui, ils s'habillent là-bas en 3 pièces, ils font les messes, quand ils voient la télé, ils se montent, ils chantent fort, on les entend même jusqu'à Douala. Pourquoi? Parce qu'ils donnent le sentiment que c'est devenu normal d'être là-bas. Alors que ce n'est pas ça. Mais M. Moudé, attendez, non, un instant, laissez-moi parler. Non, quand vous avez déjà je fait vous ai le laissé bilan, parler. quand vous avez fait le bilan de votre régime comme ça, c'est pas un Une bilan. seconde, faites encore Samuel. quoi? C'est un bilan de la Une seconde, mentalité Samuel. de tous les Camerounais, Laissez-le terminer. y compris vos militants. Parce que quand vous partez ici, à EDEA, vous êtes au péage, vous devez acheter, c'est pas les arachides ou bien c'est pas trop quoi. On vous donne une boîte qui a été... Déjà, le récipient est bien chargé à l'intérieur. Vous avez quelques beaux fruits en haut. Et dès qu'on retourne, il n'y a que la merde en dessous. Excusez-moi du terme. Donc je pense que les Camerounais aujourd'hui ont développé ce côté. À tous les niveaux, chacun veut essayer de mettre quelque chose de côté dans sa poche. Ce n'est pas une affaire de RDPC, c'est une affaire de mentalité des Camerounais. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne passent pas le temps comme nous autres à l'époque. On n'avait pas la lumière, on partait sous les poteaux électriques à prendre. Au jour d'aujourd'hui, les enfants savent qu'ils sont couchés à la maison. Hein? Le papa va se démerder comme il peut. Et après, on lui dit, c'était l'école, c'était l'établissement, c'était l'université, c'était le job. Vous comprenez que c'est général. Ce n'est pas une histoire de RDPC, c'est général. C'est la raison pour laquelle j'ai dit, il faut un réarmement des citoyens Cameroun. Et c'est quand on va ramener... Et je pense que pour faire ce réarmement, nous avons 2 possibilités. La première, c'est de mettre en place une révolution contrôlée. C'est-à-dire révolution, c'est-à-dire le système, le pouvoir en place, prend un certain nombre de mesures qui sont des mesures dures et s'assure qu'elles sont appliquées. Ça fait mal, mais il faut y aller. On revient dans le marxisme. Non, il faut passer quelque part par un peu de dureté. Pied gauche pour tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a atteint un niveau où il faut une fermeté. Parce que si on ne fait rien... Est-ce que ce n'est pas aussi la fébrilité des décideurs qui... Non. Une seconde, il va terminer. Chacun S'il aura vous sa plaît. part. Ce n'est pas la fébrilité de nos gouvernants qui nous mènent. Je veux dire ceci. Les Camerounais ont développé ces fléaux à un niveau où, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus une histoire du RDPC ou du gouvernement. Dans le C'est une RDPC, histoire on connaît son incapacité à... Je ne parle pas au nom du RDPC, je parle à mon nom ici. Ok, donc moi je reconnais qu'il y a des problèmes et je l'ai toujours dit. Et il faut passer par des mesures fortes pour recadrer. Parce que vous savez, on parle, j'entends souvent les gens parler de l'article 66, il faut faire les déclarations de biens. On n'a pas besoin de ça, député, pour résoudre le problème. Dès que vous avez fait une fondation, vous élevez une maison, mais on vous appelle. Mais justement, c'est la Comment vous allez faire? On n'a pas besoin de déclarer. Non, Et justifier votre fondation. l'article, c'est que vous venez déclarer vos biens à l'entrée, et quand vous quittez, vous déclarez vos biens. Bon, non, moi je dis... Il y a par l'article 66. Moi, j'ai eu cette chance, je le dis aux plus jeunes, d'avoir passé 22 ans de ma vie dans l'ancien régime et depuis, avec le nouveau régime. Okay? Alors, à l'époque, on avait peur de l'État. On avait peur de voler. On avait peur de poser certains actes. Aujourd'hui, c'est devenu normal. Comme le professeur Manan a dit, on a normalisé les cas. Okay? Donc je pense que RDPC, PURS, SDF,
ou n'importe quel autre parti politique, et même ceux qui ne militent pas dans les partis, regardez, avant les années 90-92, les Camerounais payaient spontanément les impôts. Hein. Mais avec les années 90-92... J'observe seulement que depuis que, du moins, vous décriez un certain nombre de faits... Je décris ça pour dire que le système d'État unitaire décentralisé ou État fédéré, je pense que avec ces mentalités, on aura du mal. Mais il faut donc des gouvernants forts pour peut-être changer. Ceux qui pensent que c'est notre bilan, je leur concède ça. Mais si on est là, on n'a pas volé. C'est les Camerounais qui ont élu, qui ont accepté qu'on soit là. Que nous soyons comme ça. Non, c'est les Camerounais qui ont accepté qu'ils soient corrompus. Battez-nous aux élections, vous allez vous installer. Alors, les Camerounais ont choisi le parti qui... Non. Je dis que c'est les Camerounais qui ont choisi les gens qui sont en place. Ce n'est pas les Tchadiens, les Guinéens, les Gabonais, c'est les Camerounais. Bon. Donc, quelque part, regardez, je veux chuter par là. Il y a une polémique qui s'enfle là dans les médias concernant les partis d'opposition qui disent qu'il faut s'entendre pour une candidature unique et tout ça. Les gens rêvent, ils ne comprennent pas que ça ne peut pas se passer comme ça. Je vais les aider, parce que nous, au RDPC, on a envie d'avoir une opposition forte en face. On n'a pas envie d'avoir des gens qui viennent gesticuler parce qu'ils veulent les postes. Okay? L'opposition a les municipales et législatives au mois de septembre 2018. À l'issue de ces élections, vous aurez un classement des partis. Alors, le premier parti d'opposition, que les autres s'engagent aujourd'hui à soutenir celui qui sera premier, c'est tout. On embête les gens à aller faire les machins, ça ne sert à rien. Il y a des élections qui arrivent. On va voir la capacité de chacun. Parce qu'il y en a qui sont très populaires dans les réseaux sociaux, d'autres sont très populaires dans les plateaux de télévision, d'autres sont populaires sur le terrain. Chacun a son terrain. Vous êtes populaire partout. Nous, on est partout. Avec les moyens de l'État aussi. Avec les moyens de l'État. On est au pouvoir. État décentralisé, État fédéral. Bon, avant même que je vienne sur le... Bon, pour moi, c'est l'État fédéral. Parce que, et moi, je pense que on a édulcoré, on a touché à la fondation de ce pays et qu'on ne le fait pas. Parce que la Constitution fédérale du Cameroun de 61 disait clairement qu'on ne doit pas toucher la forme de l'État. Je crois que lui-même, il a un peu expliqué. Si on veut toucher, on doit voir, et ben il a un peu tout expliqué, les mécanismes, je ne veux pas venir sur ça, donc il y a donc eu un problème. Voilà pourquoi vous avez une fois invité M. Aya ici, il a dit, nous avions besoin d'un deuxième Fumban. Et puis ce n'est pas un rétropédalage. Il y a un grand pays ici en Afrique qu'on appelle l'Éthiopie. À un moment, en 63, Haile Selassie a estimé que non, vous savez, les Érythréens sont des Éthiopiens, donc arrêtez-moi ces choses-là, on arrête l'État fédéral, c'est l'État central fort. Les Isaias Afwerki ont commencé la guerre, ils ont combattu 30 ans jusqu'en 91, quand le TPLF et le Eritrean Liberation Front se sont coalisés, sont arrivés à Addis, et les Zenawi ont décidé qu'on organise un référendum, et tous les Érythréens sont partis. Donc moi je pense que ce qui peut assurer le développement, et même le problème qu'on a même parlé dernièrement, pourquoi se fait-il qu'on a un problème aujourd'hui? Parce que quand il y avait l'État fédéral, la partie fédérée du Cameroun occidental avait des choses qu'ils géraient eux-mêmes. Par exemple, comme PWD. Je donne un exemple, ça, PWD, pas le club de football de Kumba ou de Bamenda, mais le Public Works Department. Ils avaient leurs tracteurs et tout qui était là. On a volé ces matériels, on a amené à Yaoundé, on a appelé ça Madjeni, et ça a arrêté. Le développement s'est arrêté. Donc moi, je trouve pour moi, ce qui peut assurer la stabilité du Cameroun et la prospérité du Cameroun, c'est un État fédéral et deux États. Je suis aussi content que vous êtes quand même clair, les gens du PUR, parce que beaucoup d'autres partis politiques là, on ne sait pas s'ils sont des fédéralistes, en dehors le RDPC on connaît, mais le problème du RDPC c'est que, bon, ça parle beaucoup, ça n'applique pas. Donc moi je pense que c'est l'État fédéral à deux États. Maintenant on peut même aller, j'ai lu l'autre jour, c'est quoi, c'était Messi qui disait, vous donnez l'État fédéral aux anglophones, la décentralisation que vous en parlez, donnez ça aux francophones. Ils peuvent être... mixte. Oui, non, on ne doit pas mélanger. Parce que le problème est qu'on doit apprendre dans ce pays, et partout que la parole donnée ou quand on signe quelque chose, on doit respecter. Et le problème fondamental qu'on a dans ce pays, ça c'est le seul pays qui croit que c'est le ciel, c'est seulement au ciel qu'il y a la perfection. Mais ici, tout ce qu'ils font, ils ont toujours peur de toucher. Donc moi je pense que
si un développement veut s'assurer et la stabilité, c'est le retour au système fédéral à 2 États. Donc on a l'Assemblée territoriale à Buea, on gère la santé, le système éducation, le système judiciaire, et puis la défense, la monnaie, les affaires étrangères, on laisse à Yaoundé. Et les choses iront bien, on n'aura plus de problème. Mais quand même, vous saurez que vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde. Mais le problème qu'on a aussi aujourd'hui, M. Mouta Mbassa a tout dit. Parce qu'en parlant, il a fait un bilan calamiteux de 36 ans des Camerounais, pas du RDPC. Du RDPC, qui est passé le RDPC sur le parti au pouvoir, parce que le RDPC est venu majorité présidentielle. Ils ont pris ce pays qui était un pays à revenus intermédiaires, stable, et même le slogan de îlot de paix en Afrique était vraiment valable. Aujourd'hui, c'est vidé de tous ses sens. Et je vois que c'est même la raison pour laquelle beaucoup de gens au gouvernement, comme ils ont tellement vociféré sur ce slogan-là, ils ont même honte d'accepter la réalité en face. Mais vous dites si on fait 2 États, notamment un État fédéral dans la région anglophone, ça résoudrait tous les problèmes. D'où cette question, est-ce qu'à l'époque de l'État fédéral, tous les problèmes étaient résolus de ce côté-là? Oui, bonne question. Il y avait au Cameroun occidental un problème, mais qu'il y a des gens qui n'étaient pas naturellement contents, parce que ce n'est pas 100% des gens qui ont voté pour l'unification. Mais quand même, ceux qui les ont amenés étaient des gens qui avaient une légitimité. Donc si, par exemple, un député a été élu par ses propres gens, non fabriqués par Yaoundé, vous pouvez vous fâcher, vous savez que c'est moi qui lui ai élu, on attend qu'après 5 ans, on va lui faire partie. Est-ce que ça avait résolu beaucoup de problèmes? Non, je vous ai dit, la perfection, ce n'est qu'au ciel. Mais au moins, les gens étaient contents qu'il y avait un problème. Ils se sentaient contrôler quelque chose. Mais quand la manipulation de 72 est arrivée, c'est là où les problèmes sont arrivés. Mais le problème est que l'homme qui était à l'époque de 72, M. Ahidjo, on peut lui dire tout. Mais il avait la finesse d'un homme d'État qui savait quand même que, bon, vous savez, on ne peut pas peut-être faire des choses comme je m'en fous. Parce qu'on parle aujourd'hui, Ahidjo a eu des problèmes les plus pires. En 66, avec un certain Ngom Joa, qui était le premier ministre du Cameroun occidental. Mais Ahidjo n'a pas arrêté M. Ngom Joa, le humilier, non. Il a utilisé les manières pour nous faire venir Mouna et les choses. Mais le problème qu'on a au Cameroun aujourd'hui est que moi, je trouve que si vous me demandez aujourd'hui, demain et jusqu'à la mort, c'est le système fédéral à 2 États. Et quand les autres, nous on ne refuse pas, et je ne veux pas dire que c'est tous les anglophones qui pensent comme moi, mais c'est un peuple multiple, mais la majorité vous dirait que nous on veut par exemple continuer notre système d'éducation. Vous voyez, est-ce que vous croyez que quelqu'un qui a ce qu'on appelle le cut-off mark, qui fait le A-levels en sciences, il passe en A-levels, est-ce que vous trouvez normal que il ne peut pas accéder à l'école de médecine parce qu'on va vous dire qu'il y a un concours et dans ce concours, il y a des gens d'une certaine même nationalité qui est imposée. Donc je crois que sur un système fédéral, tous ces problèmes-là seront résolus. Mais si les francophones, eux, ils n'aiment pas le système fédéral, qu'ils aiment la décentralisation, on donne un système fédéral au Cameroun occidental avec une assemblée territoriale à Buea, et ça n'est pas un problème. Je demande à beaucoup des intellectuels camerounais, allez quand même en Tanzanie, voyez ce qui se passe. Allez à Dodoma avec l'humilité, voir un pays qui a eu l'unification en 1964, qui marche bien. Il y a une assemblée territoriale à Stone Town, à Zanzibar. Ils ont leur drapeau. Ils ont une équipe nationale qui joue la CECAFA. Ils étaient même à la CAF. C'est quand M. Ahmad est venu qu'on est enlevé à la CAF, mais ils sont quand même à la CECAFA. Mais ça marche, mon Dieu. Donc je ne vois pas pourquoi les gens croient qu'on parle du fédéralisme. Il n'y a rien. Je crois qu'il a bien expliqué. Donc pour conclure, pour moi, je pense pour le développement, c'est le système fédéral, ça ou rien. Daniel Jules. Moi, je pense que autant l'État unitaire décentralisé que l'État fédéral peut entraîner le développement local. Mais il faut dire que ces deux formes d'État ne sont pas une panacée. Moi, j'opte pour l'État unitaire décentralisé. Parce que nous sommes un pays qui a des problèmes de développement. Et l'équation pour résoudre ces problèmes de développement, c'est l'équation financière. Lorsque je consulte souvent les discours du président Ahidjo,
lorsqu'il avait évoqué le passage, pourquoi s'il fallait passer l'État fédéral à l'État unitaire, il avait évoqué les questions budgétaires. Et il ne faut pas le nier aussi, dans l'histoire, il y a certaines formes de fédéralisme qui, si elle est mal agencée, pour conduire à la dislocation. L'exemple de l'ex-Yougoslavie et même de l'ex-URSS sont assez édifiants. Maintenant, comment est-ce que l'État unitaire décentralisé peut être un vecteur de développement local, c'est-à-dire peut se traduire par une relation des conditions de vie de la population? Avant d'y arriver, permettez-moi de vous demander pourquoi, selon vous, un État fédéral ne pourrait pas nous conduire en développement local et puis vous développer maintenant. J'ai dit un État fédéral. Pour moi, un État fédéral, c'est il y aura une augmentation des charges sur le plan budgétaire. Nous sommes un État qui a des problèmes de développement et on parle de déficience, c'est-à-dire atteindre nos objectifs en utilisant le minimum de ressources. Alors, si on opte maintenant pour l'État fédéral, ça veut dire qu'il faut 2 parlements, il faut 2 gouvernements, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je pense que ce que le journaliste dit, on peut les mêmes vertus que l'on prête à l'État fédéral, on peut les prêter à l'État unitaire décentralisé. Mais justement, parce que je voulais dire que peut-être à des niveaux moindres, en décalage, si l'État unitaire décentralisé prévoit également les régions, donc un gouvernement régional avec des conseils communaux et tout le reste. Excusez-moi, allez-y. Les populations, à la base, ne veulent pas, ça ne les intéresse pas. Région, commune, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est savoir qu'elles ont accès à l'eau quand elles sont malades. Non, parce que l'argument que vous développez, c'est que pour le fédéralisme, ça va coûter cher. Mais moi, j'ai également d'observer qu'il y a un certain nombre d'institutions supplémentaires qui vont... Monsieur Dipita, vous avez vos téléspectateurs, ils ont vu le thème et ils se posent la question de savoir comment est-ce que l'État unitaire décentralisé peut nous permettre de nous développer et de vivre mieux. Voyez un peu. L'État unitaire décentralisé, ça veut dire simplement que ce n'est plus, comme ça, à Paul Biya qu'il faut demander de l'eau potable. Ce n'est plus à lui qu'il faut demander l'électricité. Ce n'est plus à lui qu'il faut demander les hôpitaux. Parce que, je prends l'exemple d'une communauté urbaine de Douala. Vous savez tous à Douala le problème qu'il y a en termes de déficit de logements sociaux. Si la communauté urbaine de Douala décide de mettre sur pied un programme, un projet pour construire les logements sociaux, une collectivité locale parle auprès des marchés financiers pour solliciter le financement. Vous comprenez un peu? Vous savez, et solliciter le financement, monter un projet, construire 3 à 4 000 logements sociaux. Si une institution financière telle que la Banque africaine de développement, ça entre même dans son cahier des charges, puisque toutes les institutions financières internationales ont posé que les infrastructures sont le levier de la croissance. Et lorsque vous voyez une ville comme Douala en termes d'augmentation de la population, en termes même d'une croissance, même si elle est minime, de ce qu'on va payer les cadres moyens. Il y a une réelle demande. Maintenant, ce n'est pas au ministère du Développement urbain et de l'Habitat de construire, uniquement de construire les logements sociaux. La communauté urbaine de Douala, parce que les lois de relations à la décentralisation, la loi de 2004 refusant les règles applicables aux régions, aux communes, reconnaît un certain nombre de compétences, n'est-ce pas? Mais si vous avez des gens qui ne connaissent pas ces compétences-là, à titre d'exemple, par rapport aux logements sociaux, la communauté urbaine de Douala peut dire que moi je mets ce plan pour je veux construire 5 000 logements sociaux. Elle peut dire que, oui, attendant que la République à Kamwat livre l'eau, on peut décider. Moi j'ai fait un tour à la zone anglophone. Je me suis rendu compte que dans presque tous les quartiers, il y a les pompes à motricité. Il y a les pompes à motricité. Quelle est cette histoire que dans une ville comme Béamoud, il y a les quartiers où il n'y a pas de l'eau? Mais on peut décider, une communauté, une mairie peut décider que dans tous les quartiers, il y a peut-être 2 pompes à motricité. Elle recrute un personnel qui va venir travailler là-bas, qui vient le matin, on dit ok, on va puiser l'eau de 6h à 8h le soir, de 16h à 18h, moyennant la tarification à une somme modique. De même, une communauté peut décider de créer un hôpital communal. Vous savez, tout même, la santé, c'est avant tout. Si vous savez qu'il y a un hôpital qui est à Messamena, où on soigne bien, des gens qui quittent de tout pour se soigner là-bas, la communauté peut avoir un hôpital communal, il y a autant d'infrastructures. Vous comprenez un peu. Mais le problème, c'est que le problème de la décentralisation au Cameroun, c'est qu'il y a une méconnaissance, n'est-ce pas, une méconnaissance des mécanismes et des instruments que peuvent utiliser les acteurs de la décentralisation pour apporter le développement à l'échelon local. Maintenant, en termes de, si pour avancer sur les solutions. On va prendre peut-être les solutions dans une minute. Okay. Je reviens peut-être avec vous, hein, Samuel. Qu'est-ce que ça va nous coûter
votre État unitaire décentralisé tel que vous le proposez par rapport déjà aux charges actuelles dans l'organisation actuelle de l'État. Est-ce que, parallèlement à ceux qui disent qu'un État fédéral nous coûtera cher ou alors va doubler les charges, il n'y a pas de risque avec la proposition que vous faites que nous retrouvions dans un embarras économico-financier compliqué? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais revenir un peu sur l'intervention de M. Smith, pour qui le fédéralisme est l'unique solution qu'il faudrait implémenter à tous les prix là. Je voudrais dire qu'il faudrait que nous nous souvenions de temps en temps que avant notre héritage de la colonisation, il n'y avait pas d'anglophones, il n'y avait pas de francophones au Cameroun. Nous étions des Camerounais. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, quand nous observons encore les populations du sud-ouest, on peut facilement les identifier aux Sawa. En fait, ce sont des Sawa. Mais entre-temps, la colonisation est passée aussi. Ouais, elle est passée. Et ceux du nord-ouest sont facilement les gens des Grassfields en général, dont avant, ce n'était que des Camerounais. Pas francophones, pas anglophones, des Camerounais tout court. Donc il ne faudrait pas que le masque, le voile colonial soit en train de nous pousser à faire certaines choses. Je le relevais justement pour dire qu'on ne peut plus faire sans. Ces populations ont été grandement marquées. Ça veut dire que c'est un héritage. Il faut désormais en tenir compte. Héritage, voilà. S'il faudrait en tenir compte, il y a ce que nous appelons le juste milieu. Je voudrais prendre un secteur clé qu'il a relevé tout à l'heure. Je suis enseignant. Il a parlé avec des deux sous-systèmes éducatifs qui sont juxtaposés. Mais non, dans la logique de construction de la nation camerounaise, on peut trouver le juste milieu. Je vais vous donner l'exemple, ça existe maintenant. Parce que ce qui est bien fait, il faudrait le dire. Il existe ce qu'on appelle le programme de bilinguisme spécial, aujourd'hui, qui est implémenté au Cameroun peut-être depuis 10 ans aux enseignements secondaires. Qu'est-ce que cela implique? Un enfant en Form 1 ou bien en 6e fait bel et bien français et French, English and anglais, maths et mathématiques. Ce qui fait qu'à la fin, nous sortons avec ce Camerounais modèle que nous voulons, qui ne va pas s'identifier automatiquement comme purement anglophone ou bien comme foncièrement francophone. Pour revenir donc à votre question, je voudrais dire, M. Dipita Tongo, nous n'avons, l'État décentralisé ne nous imposera pas des dépenses supplémentaires. Bien au contraire, nous ferons beaucoup d'économies. Parce que si nous mettons avec le principe de accountability et de la bonne gouvernance en général, c'est-à-dire que ce qui fait partie intégrante de notre projet de société, il est question de rénover la gestion, la gouvernance des affaires publiques au Cameroun. Les communes ne coûteront pas plus cher que ce qu'elles coûtent aujourd'hui et le développement, le produit, c'est-à-dire que le produit qui ressortira sur le terrain, c'est des communes qui seront économiquement viables et des populations qui se porteraient mieux. Je continue à dire, et le PURS, c'est un parti qui sera à l'écoute des populations et a mis cela dans son projet de société. Ça veut dire que si le moment venu, c'est le peuple camerounais dans la large majorité qui demande à ce que nous allions vers la décentralisation, si c'est la volonté du peuple, parce que nous serons au service du peuple, eh bien, nous y arriverons. Avant Robert Moutet, et vous, que répondiez-vous à ceux qui pensent qu'un État fédéral nous coûtera les yeux de la tête? Je vais te répondre que c'est archi faux. Les histoires que Aïdjo a racontées pour mettre fin au système, c'est vraiment des histoires. C'est brut, hein? Et oui, et c'est pas moi qui le dis, c'est un monsieur qui s'appelle Pierre Ella. Je l'ai cité la dernière fois dans un livre qu'on appelle Dossier noir sur le Cameroun. C'est quand Aïdjo est allé rencontrer monsieur De Gaulle, qui lui a rappelé que, voyez-vous, monsieur, vous aurez 2 pays. Et tout ça, la France le faisait. Parce que l'autre aspect du nationalisme anglophone, c'est décoloniser les francophones, leur mentalité. C'était que la France voulait avoir un contrôle, expansion sur le Cameroun occidental, parce que toujours, ils ont eu ce syndrome de Fachoda. Mais je dis c'est archi faux. Parce que, je crois que c'est M. Moutet qui disait tout ça. Tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est comme si on est dans un pays qui va bien. Ça va pas, on peut pas, ça peut pas marcher tant que la base n'est pas faite. Je crois que c'est faux. Ça marchait bien. Pourquoi subitement il a décidé de mettre fin? Il a décidé de mettre tout simplement fin parce que,
M. Aïdjo, premièrement, ne voulait même pas l'unification. Parce que pour lui, il se disait que je viens du Nord, je suis un usurpateur, que les Djoula m'ont mis là-bas. J'ai une contestation des UPCistes au Sud. À voir les gens du Cameroun occidental, c'est une expansion des chrétiens revendicatifs qui sont au Sud, qui vont encore me contester. Et puis la France lui a aidé à le faire. Donc les histoires, là, c'est ce que je crois qu'en tant que journaliste, on doit se poser, qu'on ne doit pas toujours accepter tout ce que les gens disent. Vous avez parlé de M. Lep, qui a dit, quand quelqu'un dit quelqu'un a une petite... Je ne veux même pas parler du problème intellectuel. Quand tu as une petite savoir, quand vous parlez aux Camerounais qui nous écoutent, qu'ils sachent que c'est la vérité. Donc, qui partent, ils prennent les livres, ils vont voir. Il y a même, on a mis, c'est grâce aux réseaux sociaux, on commence à voir même toutes ces histoires-là. Donc, je pense que ce n'était pas quelque chose de cher. C'est tout simplement la volonté du président Amadou Ahidjo à l'époque de mettre fin à tout cela. Et ils nous ont vendu ce mensonge-là que les gens ont accepté. Je pense que ce n'est pas cher. Et puis autre chose, même, il a dit, parce que dans la vie, il faut avoir l'humilité, l'honnêteté de savoir que il y a aussi des pays qui sont centralisés, qui sont développés quand la gestion est bonne. Mais le problème de chez nous est que la gestion n'est pas seulement mauvaise, elle est calamiteuse. Donc, je pense que, et pour un anglophone, et pour ce pays, parce que quand M. Dupuis dit que non, à l'époque, c'est vrai, aucun anglophone n'a refusé qu'il y avait un Cameroun allemand. Nous ne refusons pas. D'ailleurs, même vous allez voir que les partis politiques au Cameroun anglophone, KNC, c'est K, KNDP, OK. Mais de l'autre côté, il n'y avait rien. Donc, c'est les autres, ils ont aimé tellement leurs frères, et leurs frères ont roulé dans la farine. Donc, moi, je pense que pour répondre à votre question, non, c'est un problème de la gestion. Mais pour ce pays-ci, c'est quoi M. Moutet lui a dit? Pour parler de ce qu'on est en train d'aller là, ça c'est une fiction qu'on est en train de faire, c'est de croire que tout va bien, ça ne va pas. C'est que le pays, on doit rester sur la table, voir la forme de l'État. Et maintenant, on commence à se poser la question. Est-ce que si nous optons pour l'État central, le forme unitaire décentralisée ou un système fédéral? Et ça doit être que tous les Camerounais doivent accepter. Et que les anglophones qui ont un pays qui s'est unifié avec un autre pays, tant que les gens vont toujours vouloir refuser ça. C'est comme, je vous donne un exemple. Vous avez deux enfants. Un grandit dans le Grand Nord et l'autre grandit dans le Grand Sud. Ils viennent du même père. 30 ans plus tard, ils ne refuseront pas qu'ils n'ont pas le père qui s'appelle X. Mais ils vont avoir une culture du Nord et l'autre va avoir une culture du Sud. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Un Sawa du Sud-Ouest, oui. Mais un Sawa du Sud-Ouest et le Sawa du littoral, c'est deux choses différentes. C'est sûr, on peut parler de Douala ensemble et tout. Bojongo, qui est le père de Dembedi. On a un village au sud qui s'appelle Bojongo, mais ça ne veut pas dire qu'un Bojongo avec celui qui est à Douala, c'est la même chose. Ou un homme qui est Bodiman. Ils sont francophones et nous sommes anglophones. Et cet héritage-là, on a hérité, on ne doit pas édulcorer la chose, qu'on doit s'asseoir. On définit la forme de l'État et que ça doit être consensuel. Le peuple doit adhérer. Mais le peuple anglophone, là où on vous parle, si vous dit, parce que même en termes de décentralisation, nous voulons savoir le contenu. Vous avez dit quelque chose qui est bien. Et c'est normal qu'un gouverneur qui a été à l'ENAM, il vienne nous imposer, on ne le connaît pas. Donc, le problème, c'est de voir la forme de l'État, mais ce n'est pas cher, c'est faux. On voit le Nigeria existe, les États-Unis, c'est un pays fédéral. Le Canada, c'est un pays fédéral. L'Allemagne, c'est un pays fédéral. Ils ne se sont pas plaints. Même la France, c'est un pays, c'était d'abord unitaire, un système jacobiniste fort. Mais on a vu que maintenant, ils sont en train de faire une certaine grande forme de décentralisation. Donc moi, je pense que le fédéralisme n'est pas trop cher. C'est que c'est la roubladise raffinée de M. Ahidjo pour rouler les anglophones dans la farine qui a mis fin au système fédéral et qui a été encore exacerbé quand, en 1984, M. Biya a décidé d'éliminer tout lien que les anglophones avaient en disant que République du Cameroun, parce que les gens sont venus unifier, Southern Cameroun s'est venu unifier avec République du Cameroun. Donc, tant qu'on n'aura pas le courage dans ce pays de dire qu'il y a un problème qui ne va pas, comme M. Ambassa a dit, tout ce que nous sommes en train de faire là, vous allez appliquer ça où? Ça, on ne peut pas appliquer. Robert Moutet, je commence à conclure avec vous parce qu'on tirera vers la fin de l'émission et puis on fera le tour de table pour chacun en termes de conclusion. Ben, moi, j'ai dit un peu la conclusion dans mon premier propos, hein, parce que quelque part, je pense que
il y a beaucoup de mots qui nous minent, il faut être honnête là-dessus. Et puis nous avons atteint un niveau de dérèglement qui est très avancé. Et donc, pour revenir à la normale, moi je pense que ce serait bien qu'on mette en place une révolution contrôlée. Les arrestations, par exemple, pour les détournements, c'est une révolution, mais il faut vraiment le faire avec fermeté, arrêter tout ce qu'on doit arrêter, récupérer les biens, récupérer l'argent. C'est une révolution, mais il faut le faire fermement parce que quand vous voyez certains qui volent et qui sont dehors et d'autres qui sont enfermés, ça décourage. Il faut une révolution formée parce que si on ne met pas en place, on ne déclenche pas une révolution contrôlée par nous-mêmes. Contrôlée pourquoi? Parce que justement, on ne doit pas déraper, on doit faire l'essentiel, ramener les uns et les autres à de meilleurs sentiments, redonner le mérite toute sa place, combattre le tribalisme. L'intérêt général doit revenir au-dessus, arrêter les détournements de deniers publics et autres. Je pense que ça peut se faire de façon ferme sans mettre en péril l'État. Maintenant, si on n'arrive pas à faire cette révolution contrôlée et qu'elle se déclenche elle-même, je crois que ça risque d'être beaucoup plus grave et nous aurons à choisir entre la mort brutale des émeutes et puis, comment je veux dire, la peptisation du pays. Donc je pense que nous sommes à ce stade-là, il ne faut pas négliger. C'est vrai que c'est comme un fleuve, hein. Quand vous voyez le fleuve est calme là en surface, en dessous, il y a des forts courants terribles qui vous emportent. Daniel Jules. Donc moi je pense qu'il faut être honnête et dire la vérité. Ça concerne tous les Camerounais en général. Je ne parle pas d'un parti politique ou bien que ce soit les partis présidentiels, la majorité présidentielle ou l'opposition, mais je parle en général. Vous voyez partout les Camerounais posent des actes. Regardez très bien. Il y a toujours, les uns veulent toujours chercher à tricher, à tromper les autres, à jongler, à voler. En fait, les gens ne sont plus normaux, quoi. Ils fonctionnent comme s'ils sont de passage dans ce pays pour certains. Et c'est dommage parce que quand ça atteint des gens qui ont des positions de pouvoir, c'est très grave. Daniel Jules. Moi, je pense qu'il faut donner une chance à l'État unitaire décentralisé. Parce que l'État unitaire décentralisé peut induire le développement local, mais un certain nombre de conditions. Premièrement, au niveau de l'âge, parce que le problème anglophone a commencé, M. Smith a beaucoup insisté sur le système d'éducation. Je répète que je pense qu'on peut créer un grand ministère de l'enseignement au Cameroun avec 3 secrétaires d'État, un secrétaire d'État chargé des enseignements confessionnels, chargé des enseignements sur système anglophone, sur système francophone. On parle de centralisation, mais il manque de ressources humaines. Il n'y a pas de centralisation effective s'il n'y a pas de transfert de compétences et de ressources. Quand on parle de ressources, on passe par des ressources financières. On oublie les ressources humaines. Il y a le mécanisme de la mise à disposition. L'État peut, à court terme, mettre à disposition les collectivités territoriales décentralisées un ensemble de ressources humaines pour les aider à monter les politiques de développement. À moyen terme, on peut refonder le centre de formation et d'administration municipale, transformer ça en peut-être une école nationale d'administration des collectivités locales, qui sera chargée de former le personnel qui sera destiné à aller travailler dans les collectivités locales. On dit décentralisation, ce sont des affaires locales, c'est la démocratie. Parce qu'on dit la décentralisation, c'est l'école du développement de la démocratie à l'échelon local. Si on veut qu'il y ait la démocratie à l'échelon local, moi j'ai suivi les gens disent que le degré du gouvernement, ça pose un problème. On peut décider que soit on supprime le degré du gouvernement, ou alors on le maintient, mais on change la manière avec laquelle on désigne le degré du gouvernement. On peut décider qu'aujourd'hui, le degré du gouvernement sera élu soit par la population de l'agglomération, ou alors par les maires, ou alors par les maires d'arrondissement. Maintenant, il y a aussi qu'il faudrait que l'ensemble des acteurs de la décentralisation s'impliquent véritablement. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2018, on peut encore tolérer qu'un maire n'ait pas le CEP, qu'un maire ne sache pas lire ni écrire? On a des situations où il y a des mairies qui sont riches, mais les populations sont pauvres. Vous voyez simplement le parking du maire, vous voyez le nombre de véhicules qui sont garés, mais vous voyez le niveau de pauvreté qu'il y a dans ces zones-là. Et, excusez-moi de dire, ça c'est pas qui fait la politique, mais j'ai souvent l'impression que les gens sont tellement injustes, parfois envers le président de la République. Je n'ai pas de proximité avec lui. Mais qu'est-ce qui peut se passer pour que vous soyez maire dans une commune qui n'a peut-être pas 2000 personnes, vous avez une réserve forestière qui s'élève à presque les milliards. Mais vous voyez les véhicules, vous voyez le niveau de développement, il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien du tout. C'est le président de la République qui viendra faire ça. Je ne pense pas. Le développement d'un pays incombe à tout le monde. Chacun au niveau qu'il se trouve. Et la décentralisation, chacun peut décider de se dire qu'est-ce qu'il peut faire
pour savoir qu'est-ce qu'il peut faire pour que l'État unité décentralisée ait une chance de se traduire en développement à l'échelon, pour la population à l'échelon local. Si chacun répond pour un seul acte dans ce sens-là, la décentralisation peut véritablement une école. On est peut-être dans le débat, mais le président de la République ne peut pas être dédouané de tout quand ça va mal et responsable de tout quand ça va bien non plus. Oui, Elie Smith, en guise de conclusion. Non, en guise de conclusion, je pense que bon, ça dépend des individus aussi. Si vous avez des gens qui ne sont pas compétents, ça arrive s'il y a la corruption, le laisser aller. C'est là où le président doit dire, parce que tout ce qui se passe là, le problème que les maires ou les députés ne font pas des choses, c'est qu'on est dans un pays de redevabilité. C'est le président qui lui est créé, donc lui s'en fout, il a ses voitures comme il a, mais la population ne lui est pas élue. Donc je pense que c'est un problème quand vous avez un président qui a fait 36 ans au pouvoir, qui a 86 ans ou 85 ans. Je crois que normalement, il doit aller en retraite et laisser élever, même au sein, je ne suis pas en disant que ça doit venir de l'opposition, même au sein de leur parti, de RDPC. Ils doivent quand même copier des autres grands partis nationaux des autres pays, comme le ZANU-PF, l'ANC, des autres pays qui se disent que non, ce monsieur est en train de nous mettre dans un trou, on lui met à côté, et on cherche, on le balaie, on met quelqu'un, c'est ça. Il a parlé de la révolution. Donc il dit, bon, il a dit révolution contrôlée, mais c'est une révolution. Ça doit chez eux. Dans le parti. Très fort, la révolution, sont montées très fort. Ouais, il a dit ça. Merci Elie. Et on termine avec vous. Peut-être ce qui se passe. Samuel Menabesson, en guise de conclusion, le pur sera le mot de la fin. Oui, Monsieur Dipita, nous voudrons dire que tout développement se repose sur des réalités telles que la paix, l'unité, la bonne gouvernance, le dialogue. Et depuis près de 10 ans, le PURS a mis cela dans son projet de société. Et depuis 10 ans, nous combattons pour atteindre ces objectifs nobles. Nous demandons donc à tous les jeunes Camerounais, même ceux qui sont à l'intérieur du parti au pouvoir, de pouvoir changer leur veste, penser à la rénovation de ce pays, venir gonfler les rangs de PURS pour qu'en 2018, nous construisions une nouvelle nation camerounaise. Alors vous voulez déshabiller militant du ADPC pour les faire prendre la couleur. J'invite mon grand frère, c'est mon grand frère, à revenir dans le PURS parce qu'il a les idées qui peuvent permettre d'avancer. Des idées qui ressemblent au PURS. Pas forcément. Non, mais je suis bien là où je suis. Daniel Mengui Mateba, merci. Samuel Menabesson, merci particulièrement à vous parce que vous êtes parti de Yaoundé. Je vous souhaite bon retour sur Yaoundé. Merci. Et c'était votre première dans cette émission. J'espère que les téléspectateurs seront appréciés à juste titre vos interventions qui, à mon goût, étaient suffisamment pertinentes et qui ont certainement apporté un peu au débat de ce soir, les habitués. Elie Smith, merci encore. C'est un plaisir. Vous portez quand même la voix d'un certain nombre de personnes qu'on n'entend pas toujours. Exactement. Et vous le faites justement dans le sens républicain. Exactement. Parce qu'il faut le dire. Robert Mouté-Ambassa, merci également à vous. Merci. Du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Donc on s'interrogeait autour de deux grands thèmes. Que peut l'armée dans le cadre de la crise anglophone, effectivement, en cette année électorale, comment aboutir au développement local dans le choix entre un État unitaire décentralisé ou un État fédéral. Merci surtout à vous, chers téléspectateurs, sans qui, évidemment, nous ne sommes pas grand-chose, d'être restés une fois de plus jusqu'à tard ce soir. Je l'ai dit, on est entré par là. Je voudrais dédier cette émission à nos valeureux représentants qui nous ont ramené ces joyaux, ces récompenses, ces awards. Vous savez désormais où regardez la meilleure revue de la presse, c'est sur STV dans la matinale de lundi à vendredi, ou alors la meilleure émission sportive, c'est avec Makeda Lidi-Nyotom le mercredi à partir de 21h30. Quant à moi, je vous retrouve jeudi. Jeudi avec Chantal Kambiwa, elle est la présidente des femmes nationales, ou alors la présidente nationale des femmes du SDF. Elle est non moins engagée dans les actions sociales et autres, des actions non gouvernementales. C'est une personnalité reconnue à l'international. Elle sera en notre compagnie dans le cadre d'entretien avec. Ce sera jeudi à partir de 22h. Bonsoir.